Bon, on va commencer la réunion. Merci beaucoup. Désolé pour le petit temps d'attente, c'est toujours un petit peu long le début des webinaires, juste le temps que tout le monde se connecte. Mais je préfère qu'on prenne ce temps parce que du coup, on a vu qu'il y a quasiment une quarantaine d'agriculteurs qui sont arrivés entre l'heure et le réel début. Tout d'abord, merci beaucoup d'être aussi nombreux ce soir. Enfin, ce soir, il est 17h30. Mais voilà, c'est ce que je disais, vous êtes 200 agriculteurs inscrits pour cette réunion du coup virtuelle, même si encore une fois, vous le savez, on préfère le physique et être à la rencontre comme notre tournée par exemple qu'on fait tout l'hiver sur les différents territoires. Mais voilà. Un cadre un petit peu particulier ce soir dans le sens où on fait pas une réunion spécifique sur le marché ou l'appro, etc. Même si avec Hector, on se tient juste à faire un point en début de réunion. Mais Vincent est avec nous, il se présentera. Je vois que tu t'es préparé, Vincent. Non, on attend un petit peu. Donc du coup avec donc Vincent de chez Cargill et donc du coup qui nous retrouve pour vous présenter un petit peu la solution Regen Connect qu'on va vous présenter. Du coup on se donne grand maximum 1 heure. Donc voilà, n'hésitez pas à nous questionner. Vous savez un petit peu quand on est en ligne comme ça, l'objectif c'est vraiment d'échanger et que ce soit pas trop scolaire et vraiment de se dire voilà, posez-nous les questions, n'hésitez pas. Donc, je rappelle, donc on est sur l'outil qui s'appelle GoToWebinar et normalement vous avez un endroit sur lequel vous pouvez poser vos questions. Alors moi, du coup, j'ai pas le même accès que vous, mais normalement sur la droite ou à un endroit, vous pouvez poser des questions et elles vont nous venir directement en direct. Donc, n'hésitez pas à le faire parce que sinon, enfin, on pourra pas donner la main à tout le monde, etc. Parce que là, vous êtes nombreux. Donc, n'hésitez pas directement à poser les questions dans le chat qui est prévu à cet effet. Et voilà. Donc bienvenue tout le monde, on attaque et juste avant de passer la main à Vincent, je vous partage mon écran juste pour se faire un petit point sur l'actualité de Serapro, la partie Appro et la partie collecte, mais vraiment on se donne 5 minutes pour faire ce point-là et après on attaque directement je passerai la main à Vincent sur la partie Regen Connect. Tout simplement, la première chose qu'on voulait vous partager, c'était le qu'est-ce qu'on fait là et pourquoi on va parler de Regen Connect. En gros, on a un petit flou autour du colza GES et on a une baisse des volumes sur la partie GES. Vous savez, on était un des acteurs, en tout cas, à se lancer dans la démarche très rapidement au travers du colza GES. Et donc voilà, donc au début sur le secteur peut-être un peu plus bosseron et après beaucoup plus large. Donc normalement, tout le monde a accès à cette prime GES au travers du colza, sauf que au fur et à mesure des campagnes, alors soit elle s'est plutôt appréciée sur certains secteurs, voire même elle a évolué à la hausse, et sur d'autres secteurs, elle est même inexistante. Et ça, c'est une vraie frustration qu'on retrouve sur le terrain. Et donc, du coup, c'est dommage parce qu'on n'a pas d'alternative. Alors, il y en a, mais en tout cas, nous, à proposer en direct à nos agriculteurs, on n'en avait pas vraiment. Donc voilà. Ce qu'on aime beaucoup dans le colza GES, c'est que c'est lié à la tonne de colza. Vous savez que notre métier premier, c'est d'être un négociant agricole. Donc nous, notre métier, c'est de vous acheter des tonnes de céréales et notre métier du carbone, enfin le métier du carbone n'est pas notre métier. Donc proposer du GES, c'était assez logique par le fait du colza. Maintenant, sur le label bas carbone, aujourd'hui, nous ne sommes pas acteurs. Nous ne sommes pas acteurs et à court terme, nous ne voulons pas le devenir parce qu'on estime que ce n'est pas notre métier et on préfère se concentrer sur les prix des céréales, la collecte des céréales, cette logistique céréale, le paiement des céréales et l'ensemble de l'approvisionnement. Et d'autres opérateurs se sont mis sur le label bas carbone. Enfin, je pense à des intermédiaires, etc. Et donc voilà. Malgré tout, on a beaucoup de remontées d'agriculteurs comme quoi il y a des vraies difficultés au travers du label bas carbone dans la façon de le mettre en place, dans la compréhension, parfois dans la rémunération. Donc du coup, on s'est dit quelle position on se donne dans tout ça. Et donc c'est là où, avec Cargill, on va vous présenter cette solution Regen Connect que Vincent va vous présenter. On trouve que c'est un bon compromis quand le colza GES n'est pas possible et quand le label bas carbone est malgré tout un peu un champ de bataille. Donc voilà, donc ça c'est juste ce qu'on va se dire. Juste après, c'est juste de quoi faire une première introduction. Juste moi, je voulais vous parler donc de Céréapro en attendant. La collecte avance bien, on est à 75% des ventes de céréales. On a un petit retard. Alors vous voyez, la courbe jaune, c'est la courbe de l'année dernière et la courbe verte,
et la courbe de cette année. Donc on a eu pendant quasiment toute la campagne un retard et c'est normal au vu des prix, c'est tout à fait logique par rapport à l'année dernière. Là on est en train de rattraper un petit peu ce retard et on est à 75% des ventes de céréales. Fonction des opérateurs, entre des coopératives qui sont sur du prix moyen ou d'autres systèmes, on voit que parfois la commercialisation est un petit peu plus avancée. En direct ferme, on sent qu'il y a un petit peu plus de retard parce qu'il y a eu des opportunités, et notamment sur le maïs, qui n'ont pas été saisies. Et donc, du coup, on se rend compte qu'il y a un peu de retard. Malgré tout, et là, Hector va parler du marché, sur cette fin de campagne, là, les choses s'accélèrent parce qu'on a eu un petit rebond de marché depuis 15 jours. Alors, même si c'est pas à la hauteur de ce qu'on espère et de ce que l'on veut, évidemment, ça permet d'avancer dans les ventes. Mais voilà un petit peu l'état d'esprit et un peu où est-ce qu'on en est sur la partie collecte de céréales. C'est vraiment quelque chose de assez global sur lequel on est bien avancé. Là où il y a le plus de retard, c'est le maïs. Et bien avancé l'orge et le colza, et le blé autour de 75%. Deuxième chose, moi, que je voulais vous partager sur la partie appro, on a fini la partie campagne évidemment des appros phyto sur le printemps. On est en réappro pour le moment, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de quelque chose en réappro. Donc voilà. Et par contre, on a lancé le groupement d'achat de solutions azotées. Donc voilà, vous êtes déjà 300 agriculteurs inscrits et on a commencé à vous donner des prix. Donc voilà, on a fait des préinscriptions. La campagne de solutions azotées n'a pas démarré comme on le voulait parce qu'au début, elle a démarré de façon alors pas timide, il y a eu des offres, mais il n'y avait pas de volume en face. Donc les fournisseurs ne nous accompagnaient pas avec des volumes sur la solution azotée. Et donc du coup, on s'est retrouvé un petit peu dans l'incapacité d'offrir. Enfin, on avait des prix, mais pas pour des volumes que l'on souhaitait. Donc on a tardé un peu avant de lancer notre groupement de solutions azotées. Là, il est officiellement lancé. Et donc du coup, les acteurs s'inscrivent et on leur donne des prix au fur et à mesure. Et des prix, alors délicat à dire, cohérent par rapport au marché, oui. Et encore une fois, au vu du contexte céréalier actuel, on aimerait moins. Sauf qu'aujourd'hui, les premiers sons de cloche et les échos qu'on a à court terme sont plutôt haussiers. Donc du coup, c'est pour ça on s'est aussi activé sur cette partie groupement d'achat. Donc encore une fois, on a envoyé un SMS et un email aujourd'hui sur cette partie-là. N'hésitez pas à vous inscrire, ça va vous permettre aussi d'avoir des cotations sur la partie solutions azotées. Voilà un petit peu moi les deux actus que je voulais vous partager à la fois sur la partie collecte, à la fois sur la partie appro. Je vais laisser la main à Hector pour qu'il vous fasse juste un petit point marché céréales, mais très rapide, pour qu'ensuite on enchaîne sur la partie Regen Connect. Est-ce qu'il y a des questions dans un premier temps? Et n'hésitez pas. Alors faut les écrire. On vous donnera pas la main. On vous donnera pas la main et vous laisser parler. On n'a pas la possibilité de le faire. Il faut vraiment les écrire dans le petit chat, qui nous permettent de poser des questions. Voilà, je vois qu'il n'y en a pas. Je laisse la main à Hector et je vous retrouve tout à l'heure. Bonjour à tous, merci beaucoup Pierre-Antoine pour la parole. Et moi je vais prendre donc rapidement la parole donc pour un petit point marché donc sur les céréales et sur le colza. Donc ça va faire une dizaine de jours qu'on a vraiment un risque géopolitique qui revient dans les prix des céréales. Voilà, après avoir touché des plus bas en début de semaine dernière, que ce soit sur le blé et sur le colza il y a une quinzaine de jours, on voit que les cours ont rebondi. Alors ils ont rebondi sur des moyennes long terme et des supports long terme pour certaines céréales, mais aussi à cause et grâce aux fonds financiers. Voilà un risque géopolitique qui s'est accéléré en fin de semaine dernière avec des attaques plus importantes, que ce soit en Ukraine, donc sur le port d'Odessa, sur une centrale hydroélectrique, et également en Russie avec des attaques ukrainiennes sur des navires russes. On a aussi le terrible attentat à Moscou. Et voilà, on sent que le président Poutine tarde à vraiment viser les acteurs de ce massacre. Et voilà, il y a toujours un petit lien avec cette guerre ukrainienne qui vient perturber les opérateurs financiers dans le marché des céréales. Et on voit donc voilà une couverture, un rachat massif de leurs positions vendeuses. Et donc là, on a sur le graphique le colza Euronext et on voit qu'ils ont racheté quasiment 40 000 lots, entre 30 et 40 000 lots depuis 15 jours. Donc ce qui a vraiment expliqué le rebond qu'on a sur ce produit. Malheureusement, en blé, avec l'accélération là sur le matif la semaine dernière,
on voit une totale déconnexion du blé français à l'international. On a remis ici les deux principaux pays sur lesquels on exporte, donc l'Algérie et le Maroc, et on voit que le blé français aujourd'hui est nettement plus cher que les origines mer Noire, que ce soit la Russie ou la Roumanie. Donc voilà, un blé français qui partira pas forcément à l'export sur la fin de la campagne, donc un stock de report euh, qui va être plus conséquent qu'estimé pour l'instant. On était plutôt aux alentours des 3,5 millions et certains opérateurs commencent dès maintenant à parler de 5 millions de stocks de report, donc qui va vraiment venir pénaliser la nouvelle campagne. Alors malgré qu'on ait une moisson qui s'annonce un peu plus délicate avec les pluies actuelles et les retards sur les semis d'automne. Voilà, la récolte française à 30 millions de tonnes, finalement, va être pénalisée par ce stock de report et il y aura toujours 35 millions de tonnes à commercialiser comme cette année. En termes de prix, pour la prochaine campagne, on est aussi en décalage avec les origines mer Noire qui ont un fort besoin de dégagement au moment de la récolte. Et aujourd'hui, il y a une trentaine de dollars de la tonne d'écart entre notre origine et l'origine de la mer Noire. Donc le blé français a du mal à trouver sa place à destination. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller dans tout ça? Donc, déjà, c'est de finaliser et de profiter du petit rebond que l'on a pour finaliser la campagne 23. Parce que voilà, fondamentalement, on sent quand même une lourdeur qui va venir faire pression sur les prix. Pour la campagne 2024, pour ceux qui ont besoin de faire du dégagement dès la moisson ou besoin de trésorerie à la récolte, voilà, commencer et accompagner le marché. On sait que c'est pas forcément des niveaux qui sont évidents à marquer, mais voilà, quand on revient sur du 190, 200 euros tonnes, si on va chercher des échéances un peu plus lointaines, on pense que voilà, c'est important et intéressant de marquer ce niveau de prix. Et enfin, pour la récolte 25, on a aussi voilà, des prix en fonction des secteurs qui tournent entre 190 et 200 euros tonnes et sur lesquels on peut venir vendre du blé pour s'assurer un achat d'engrais azotés. On vient de lancer le groupement d'achat, donc voilà, on est quasiment, enfin, on peut faire un équilibre et venir fixer du blé en face de l'azote pour éviter de créer des distorsions. Donc maintenant que ce petit point céréales est fait, je vais laisser la parole à Vincent Choquet, donc de chez Cargill, qui va nous présenter le programme Regen Connect. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers moi pour le point céréales plus tard ou par téléphone. Vincent, on te laisse te présenter. Moi, je veux juste refaire un petit point sur le pourquoi on se voit aujourd'hui. Donc, on en a parlé tout à l'heure et de la façon de laquelle, et je vais arrêter moi de présenter l'écran, sinon voilà, de la façon de laquelle on travaille avec Cargill. Donc, Cargill est évidemment un acheteur de céréales que vous connaissez plus ou moins, vous les agriculteurs. Et tout, on travaille quasiment tous les jours avec lui sur le port de Rouen et d'autres ports. Donc, il est acheteur de céréales et Cargill a mis en place une solution pour valoriser la séquestration du carbone dans le sol du coup qui est une alternative que ce soit au GES ou au label bas carbone. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas notre métier, le métier du carbone, et donc du coup dans les différentes choses qui étaient des alternatives à vous proposer, ça nous semblait être l'une des plus efficientes. Donc voilà, la façon à laquelle on va travailler avec Vincent, avec Cargill, c'est assez simple. C'est que si vous êtes intéressé dans la démarche que va vous présenter Vincent, on va vous nous faites signe et en fait Vincent prendra le relais et son équipe évidemment et vous rappelleront pour du coup calibrer votre demande, etc. pour ensuite voir si oui ou non vous êtes éligible et si c'est possible et si ça le fait. Donc voilà. Mais en tout cas, nous on va être qu'un intermédiaire dans la relation et voilà. Donc voilà Vincent, je te laisse la main maintenant, je te laisse te présenter la solution Regen Connect et merci encore une fois à tous parce que vous êtes quand même très nombreux en ligne et ça nous fait plaisir. Et maintenant, je laisse la main à Vincent. Merci Pierre-Antoine. Bonjour à tous. Écoutez, ravi de pouvoir vous présenter la démarche ce soir. Donc je me présente rapidement. Vincent Choquet, ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille chez Cargill. Avant, j'étais plus sur les aspects commerciaux d'achat de céréales ou de distribution
de Tourteau et depuis maintenant 1 an et demi, j'ai pris la responsabilité du déploiement de ce programme en France. C'est un programme qui initialement a été lancé aux États-Unis il y a maintenant 4 ans et qu'on déploie au fur et à mesure dans les différents pays sur lesquels Cargill opère. Donc France depuis maintenant 2 campagnes, en Europe de l'Est l'année dernière, donc on a fait la Roumanie, la Pologne. On va continuer à étendre sur ces pays d'Europe de l'Est avec la Hongrie et l'Ukraine sur l'année qui vient. Donc on est vraiment dans une dynamique d'expansion de ce programme avec quelque chose qu'on souhaite dupliquer sur toutes les différentes du globe où on opère. Donc après, le pourquoi de ce programme. Donc en fait, il y a 3 constats qu'il faut faire. Le premier, c'est aujourd'hui, Cargill, on est une entreprise qui transforme ou achète et revend des matières premières agricoles. Donc, ça représente le cœur de notre activité, la raison d'être de l'entreprise, entre guillemets. Le deuxième point, c'est on fait face à un changement climatique qui est acté, qui continue de s'aggraver entre guillemets d'année en année. Et il va falloir réussir à lier cette activité de transformation et d'achat de matières premières agricoles avec un climat qui change et donc qui va forcément affecter les productions. Et à ça, il faut lier aussi la contrainte ou la réalité d'une population mondiale qui va continuer à croître dans les années qui viennent. Donc, comment on arrive à aligner ces 3 éléments ensemble et essayer d'apporter une réponse à tout ça. Donc, une des solutions qui a été envisagée pour résoudre ces différents éléments, c'est de travailler sur des solutions qui vont permettre d'améliorer la résilience des exploitations et des agriculteurs avec lesquels on travaille. Et donc, parmi ces solutions, une qui a été identifiée comme ayant un potentiel certain, c'est l'agriculture régénératrice. Et donc, par agriculture régénératrice, je vais rentrer un peu plus dans les détails de ce qu'on entend. Donc on considère en fait 4 leviers pour l'agriculture régénératrice et qu'on va retrouver sous différentes formes dans le programme que je vais vous présenter. Le premier, c'est le déploiement et la mise en place la plus systématique possible de couverts végétaux. Donc en France en particulier, on a déjà des obligations réglementaires avant les cultures de printemps et sur les zones vulnérables de nitrate. L'idée, c'est de soit déployer des mix d'espèces qui soient un peu plus complexes que ce que la réglementation impose, soit d'essayer de systématiser la mise en place de ces couverts, donc même sur des périodes estivales entre 2 céréales par exemple, essayer de couvrir le sol avec des plantes qui vont produire de la biomasse, séquestrer du carbone et potentiellement aussi avoir des effets bénéfiques à la fois sur l'érosion et sur la partie fertilisation. L'autre point essentiel, si on parle d'augmenter les taux de matière organique dans le sol et de stocker du carbone, c'est de maintenir les résidus sur la parcelle et en surface. Donc éviter d'exporter tout ce qui va être paille et les restituer dans la mesure du possible au sol. Ça va aussi permettre de limiter l'aspect érosion que j'évoquais préalablement. Le troisième aspect, et qui va être un aspect assez différenciant, en tout cas sur lequel on va accorder une importance un peu plus importante que d'autres programmes dont vous avez peut-être déjà connaissance, c'est la réduction du travail du sol. Pour nous, le fait de réduire le travail du sol va permettre d'apporter une rémunération, en tout cas de générer un bénéfice en termes de quantité de CO2 qu'on va être en mesure de mesurer et de vous rémunérer pour cette réduction du travail du sol. Et enfin, le troisième aspect, c'est la notion de diversification des cultures et de rotation. Pour nous, il y avait un enjeu qui était essentiel, c'est de promouvoir des pratiques à l'échelle d'une rotation. Aujourd'hui, Cargill en France, on achète du blé, du maïs, du colza, du tournesol et j'en ai oublié une de l'orge. Mais si on vous rémunère uniquement les années où vous faites des bonnes pratiques sur ces cultures-là, on traite entre guillemets que une partie du problème. Et nous, ce qu'on souhaitait pouvoir faire, c'est accompagner les agriculteurs pour la mise en place de pratiques, mais à l'échelle de leur rotation. Et donc, s'il y a des cultures que Cargill n'achète pas, comme
quand même pouvoir les accompagner et les rémunérer pour la mise en place de ces pratiques. Donc là, je vais vous faire un petit point lexical, mais je vais passer rapidement parce qu'on a un temps qui est assez court, sur la notion d'empreinte carbone, puisque le programme que je vous présente aujourd'hui, il se focalise sur des pratiques d'agriculture régénératrice, mais le levier de rémunération, c'est de la quantification de tonnes de CO2, et il y a aussi un intérêt en termes d'empreinte carbone pour l'entreprise, à la fois pour Cargill et aussi pour nos clients. Donc je vous explique rapidement comment ça fonctionne et le pourquoi du comment. Donc aujourd'hui, Cargill, on a une entreprise qui achète et transforme de la matière première agricole. On a des usines, ces usines, elles ont des chaudières. Quand on brûle du gaz dans les chaudières, ça génère du CO2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une empreinte directe, c'est ce qu'on appelle le scope 1. Ensuite, on a de l'électricité pour faire tourner ces usines. Pour produire cette électricité, il y a aussi des gaz à effet de serre qui sont générés. Donc c'est le deuxième composant de notre empreinte. Et enfin, le troisième, et c'est celle qui représente plus de 60% de l'empreinte de l'entreprise, c'est ce qui est lié aux matières premières qu'on achète. Donc aujourd'hui, vous agriculteurs, vous représentez à minima 60% de l'empreinte carbone de Cargill à travers les émissions nécessaires à la production des matières premières agricoles que l'on vous achète. Donc ce qui veut dire que pour réduire notre empreinte carbone en tant que Cargill, on peut travailler sur l'empreinte de nos usines, mais il faut aussi qu'on travaille sur notre amont agricole, et c'est la raison pour laquelle on se parle ce soir également. De la même manière, nos clients aval, ils vont avoir le même raisonnement. Aujourd'hui, l'empreinte carbone de nos clients, elle est liée à l'empreinte carbone de l'huile qu'ils nous achètent, et en gros, tout est imbriqué. Donc pour eux, il y a aussi un enjeu de réduire l'amont agricole, puisque ça va réduire l'empreinte de Cargill, ce qui va réduire leur propre empreinte à eux. Donc il y a tout un phénomène de cascade comme ça sur lequel on doit travailler. Et donc le schéma qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est un schéma qui va quantifier des tonnes de CO2, mais au sein même d'une filière. Donc, on part des agriculteurs, ça génère un bénéfice, enfin une réduction des quantités de CO2 au niveau des exploitations. Ces bénéfices sont achetés par Cargill, vont être valorisés par Cargill au niveau de son empreinte carbone et pourront être valorisés exclusivement auprès de ses clients aval au sein d'une même chaîne de valeur. Donc ça, c'est un point qui est assez important. Ensuite, au niveau vu qu'on est sur de la quantification carbone, on est obligé de respecter certaines règles, alors qui vont certainement être frustrantes pour certains d'entre vous, mais malheureusement, on ne peut pas passer à côté. La première, c'est la notion d'additionnalité. Vu qu'on cherche à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à stocker davantage de carbone dans le sol par rapport à un point de départ qui est aujourd'hui, il va falloir qu'on mette en place de nouvelles pratiques. Aujourd'hui, les principaux leviers qu'on va regarder, ça va être la mise en place de couverts végétaux et la réduction du travail du sol. Donc ça veut dire qu'un agriculteur qui aujourd'hui est déjà en semi-direct sur l'ensemble de ses parcelles et qui fait des couverts végétaux systématiquement, on dit absolument pas qu'il fait mal les choses, on dit juste que c'est pas la bonne cible par rapport à ce qu'on va proposer aujourd'hui, parce que nous, on a vraiment un besoin de changement des pratiques et de pouvoir quantifier un bénéfice, une amélioration en termes d'empreinte CO2 par rapport à ce qui était fait jusqu'à présent. Et donc, si on est sur un bon point de départ, on a plus de difficultés à générer des améliorations. Après, voilà, on comprend que ça puisse générer des frustrations. Derrière, il faut quand même avoir en tête que ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, mon message, c'est pas de dire Cargill va vous payer la transition et le changement des pratiques. Le financement qu'on propose, clairement, ne va pas couvrir 100% des coûts que vous aurez à rencontrer. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est plutôt en gros, il y a une identification de l'intérêt agronomique de mettre en place de ces pratiques-là, que, entre guillemets, déjà sans nous, vous soyez plus ou moins convaincu que ce soit la direction vers laquelle aller, et que nous, on vienne apporter le coup de pouce ou le petit complément qui facilite la transition. Mais notre message n'est absolument pas de dire qu'on va pouvoir financer la transition de tous les agriculteurs, parce qu'aujourd'hui, on n'est tout simplement pas en capacité, et les clients non plus, de prendre en charge tous les coûts pour générer les bénéfices environnementaux et les réductions d'émissions de CO2 nécessaires à atteindre les objectifs que tout le monde s'est fixés pour 2030 ou 2050.
L'autre point qui est essentiel, c'est la notion de permanence et ça va surtout être valide pour le travail du sol. Je vous ai dit tout à l'heure que par rapport à d'autres programmes, nous, on pouvait quantifier un bénéfice du fait de réduire l'intensité du travail du sol. Ça va aussi avoir entre guillemets, sa contrepartie. Ça veut dire que on a un contrat qui dure 3 ans. Pendant la durée du contrat, il ne sera pas possible de réaliser un travail du sol conventionnel. Donc, par travail du sol conventionnel, je reviendrai un peu plus tard dans le détail de ce qu'on entend, mais ça va inclure tout ce qui va être labour ou tout ce qui va perturber de manière assez intensive le sol. Donc ça veut dire que pendant toute la durée du contrat, ce type de pratique est interdite. Alors, sauf cas exceptionnel avec des conditions climatiques qu'on a pu observer cette année sur certaines zones où on aura des tolérances, mais il n'y aura pas de rémunération. Et de manière générale, il faut partir du principe que le travail du sol conventionnel n'est pas autorisé sur les parcelles inscrites dans le programme. Est-ce que jusqu'à présent, il y a des questions? Vu que je suis en train de présenter, j'ai pas vu de réaction. Tu en as si tu en as une sur la partie l'additionnalité, encore une fois. Tel était dommage avec le concept d'additionnalité, encore une fois, les agriculteurs qui font les choses bien depuis longtemps, semi-direct, etc., sont pénalisés alors qu'ils stockent du carbone. C'est toujours cette même problématique au travers de l'amélioration. Ouais. Exactement, mais enfin, je pense que du coup, j'ai dû répondre à votre commentaire dans mon explication. Je partage la frustration. Après, voilà, c'est qu'est-ce qu'on cherche à réaliser à travers ce programme-là. L'idée, c'est pas de récompenser ceux qui ont déjà franchi le pas et qui ont déjà mis en place les pratiques. C'est de réussir à emmener ceux qui ne l'ont pas encore fait vers là où les modèles ont déjà franchi le pas et vu les intérêts agronomiques de ce type de changement de pratique. Ensuite, donc sur l'articulation du programme. Donc Oui. aujourd'hui, Vincent, je te coupe 2 Oui, secondes. On a une autre question qui est vas-y. intéressante sur la partie élevage bovin Alors, allaitant. Est-ce que ouais. ça va être des choses, il y aura des choses spécifiques ou pas? Alors aujourd'hui, nous, notre programme, il est quand même plus axé sur des profils grande culture, on va pas se le cacher, sur tous les profils éleveurs. Alors je suis pas expert sur la question, mais je sais qu'il y a le label bas carbone a une approche spécifique pour la dimension élevage que nous, on va pas couvrir du tout. Après, une exploitation qui fait de l'élevage n'est pas interdite dans notre programme. C'est juste qu'on va pas du tout couvrir la partie liée aux émissions du cheptel bovin. Et l'autre point, c'est que dans les pratiques qu'on cherche à promouvoir, il y a différentes choses. Donc la restitution des pailles sur les parcelles. Quand on est dans le cas d'un éleveur, c'est pas forcément quelque chose qui va être systématique et du coup ça peut ça peut avoir un impact sur la rémunération. Moins on laisse de paille, plus la rémunération va être faible. Et après, il y a aussi tout ce qui va être les cultures type maïs en silage. Aujourd'hui, nous, on va quantifier des bénéfices pour un maïs qui va être récolté pour du grain. Si on exporte toute la biomasse quand on fait de l'ensilage, du coup, les quantités de CO2 générées seront aussi nécessairement plus faibles. Donc, on aura, du fait des pratiques et des contraintes liées à l'élevage, des bénéfices qui seront inférieurs à ce que des gens en grande culture pourront réaliser. Et en soi, en termes de quantification, c'est cohérent. Après, est-ce que du coup, ce qu'on propose est l'approche la plus adaptée pour des éleveurs? C'est à voir au cas par cas en fonction de la prédominance de l'activité élevage dans l'exploitation. Et juste, on a deux autres questions, mais je pense que tu vas y répondre. Donc, Loïc, bonjour. Vous nous posez la question sur la partie les aides versées. Du coup, on va y répondre. Restez un peu avec nous parce que là, en fait, il y a pas mal de le fait qu'on laisse la main là, il y a pas mal de questions. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être répondues au cours de la présentation, à la fois sur le montant, alors des aides ou de la rémunération au travers des tonnes de CO2 séquestrées dans le sol. Et voilà, donc à la limite, Vincent, continue un petit peu, on reprendra peut-être une série de questions un peu plus tard, comme ça permet aussi d'avancer dans la présentation, je pense qu'il y aura des réponses.
Ouais, ok. Donc je reprends le déroulé et puis au pire on reprendra celle que je n'ai pas traitée. À la limite, je vais passer sur cette slide-ci enfin en tout cas très rapidement pour se laisser du temps sur les questions à la fin. L'idée du programme, c'est de combiner différentes solutions entre elles pour faciliter au maximum la saisie pour les agriculteurs et le contrôle des pratiques. Donc aujourd'hui, pour quantifier des tonnes de CO2, on a besoin d'un modèle qui va nous dire, en fonction du type de sol, du changement de pratique que vous mettez en place, des conditions climatiques, vous allez quantifier tant de tonnes de CO2. Donc ça fonctionne bien, mais par contre, c'est très gourmand en termes de données. Donc pour faciliter le processus, c'est avec le satellite, en fait, on va déjà pouvoir amener un certain nombre de données dans le modèle et en parallèle, on va pouvoir contrôler que les pratiques déclarées par vous, agriculteurs, elles ont bien été mises en place et du coup, nous permettre de derrière faire valider que ce qu'on quantifie en termes de CO2, c'est bien des choses qui se sont passées à l'échelle de la parcelle et donc on peut bien voilà, quantifier ces tonnes-là et les mettre en face de notre empreinte carbone de manière pertinente et juste. Donc un rapide schéma pour récapituler la manière dont ça fonctionne. Donc on a un agriculteur qui met en place des changements de pratique sur son exploitation. On a le modèle qui va prendre en compte tous les éléments que je vous ai listés juste avant et qui va générer une quantité de CO2. Les pratiques vont être vérifiées par le satellite. Si tout est aligné, du coup, on va apporter une rémunération aux agriculteurs euh, proportionnelle aux tonnes de CO2 qui auront été quantifiées. Donc c'est bien un aspect qui est important et c'est pour ça que Pierre-Antoine l'a mentionné en préambule. On va venir apporter une rémunération à la tonne de CO2 et ce ne sera pas une prime à la tonne de blé ou à la tonne de colza, chose que vous pouvez connaître sur d'autres types de démarches. En termes de rémunération, pour fixer un peu les ordres d'idées, j'ai vu que c'était une des questions qui était sortie. Sur les 2 premières années qu'on a pu observer en France, on est en moyenne entre 0,8 et 0,9 tonnes de carbone, enfin de CO2 pardon, par hectare quantifié, et on rémunère la tonne de CO2 à hauteur de 35 € de la tonne. Donc ce qui veut dire qu'en moyenne, un agriculteur dans le programme, il peut espérer une rémunération à hauteur de 30 € par hectare et par an, parce que la rémunération a lieu tous les ans dans le cadre de ce programme. On peut avoir un écart type relativement important. Ça peut monter jusqu'à 2 tonnes de CO2 dans certains cas de figure très spécifiques. Mais voilà, ça reste très minoritaire. Donc gardez bien cette fourchette aux alentours de 0,8-0,9, normalement, c'est à peu près ce qui est raisonnable de pouvoir espérer pour la plupart des agriculteurs. Une fois qu'on vous a rémunéré ces tonnes de CO2, nous, on passe à un processus additionnel de certification pour s'assurer que ce qu'on raconte soit juste et qu'on puisse bien valoriser ces tonnes de CO2 dans notre empreinte carbone et pour pouvoir les valoriser auprès de nos clients aval. Pourquoi on le fait après vous avoir rémunéré? C'est parce que si on le faisait avant, on viendrait encore rajouter du délai par rapport à votre rémunération et donc le programme perdrait en attractivité. Et en plus, il y aura un risque pour vous que toutes les tonnes de CO2 qui aient été quantifiées ne soient pas certifiées, donc il y a entre guillemets une décote qui soit apportée. Et l'idée, encore une fois, du programme, c'était de faciliter l'adhésion à la démarche au maximum, donc que ce risque-là soit supporté par Cargill. Maintenant, si on rentre dans les détails concrets, donc les cultures qui sont ciblées, on en a parlé, il y a les 5 principales, mais vu qu'on veut couvrir l'ensemble de la rotation, on en a inclus un nombre plus large. Donc au total, on va avoir une quinzaine de cultures disponibles. Est-ce que je peux zoomer davantage? Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais globalement, ça doit couvrir la majorité des cultures de votre rotation, ce qui doit permettre d'avoir une rémunération sur quasiment 100% des années sur vos parcelles. Donc voilà, on couvre la plupart des cultures qu'on peut trouver sur nos terroirs. Et donc on a essayé d'être le plus représentatif possible. Au fur et à mesure des années, on essaie aussi de rajouter des cultures qui peuvent être manquantes. Donc là, ce qui revient souvent pour la France comme piste d'amélioration, ce serait de rajouter la luzerne et la févrole. Donc c'est des choses qui sont en cours de développement. On les aura pas pour l'ère 25, mais par contre, ce sera éventuellement envisageable pour les années à venir. Et juste Vincent, Ouais. Vincent, je te
coupe 2 secondes parce que ça Oui. permet peut-être de répondre à deux, trois questions. Alors, on essaiera vraiment de traiter toutes les questions. Mais là, j'en ai une, c'est est-ce qu'il y a un nombre d'hectares imposé? Alors non, aujourd'hui, il n'y a absolument pas de nombre d'hectares minimum imposé. Alors j'allais y venir sur la partie suivante. En fait, aujourd'hui, on a une approche à la parcelle, contrairement à d'autres démarches qui vont être à l'échelle de l'exploitation. Pourquoi on raisonne comme ça? On considère que vu qu'on vous demande de mettre en place des changements de pratiques qui peuvent être engageants, c'est pas forcément évident de le faire à l'échelle d'une exploitation complète d'un coup, et donc il y a une nécessité de soit sélectionner des parcelles sur lesquelles c'est plus facile, soit tout simplement de se faire la main au fur et à mesure, et voilà, au fur et à mesure de l'apprentissage, de potentiellement rajouter davantage de parcelles dans le programme. Donc on raisonne à cette échelle de la parcelle, ce qui veut dire qu'on va suivre les pratiques à l'échelle de la parcelle également. Et par contre, on n'a pas de taille minimale d'hectares ou de parcelles par exploitation. En soi, si un agriculteur veut rentrer une parcelle pour essayer, c'est possible. Après, est-ce que je vais vous dire que c'est ce qu'on recherche structurellement? Non. Idéalement, si on peut en avoir plus que ça, c'est pas plus mal, mais on n'a pas de minimum aujourd'hui pour rentrer dans le programme. Si vous voulez mettre 10 hectares pour essayer, il n'y a aucun souci. Par contre, là, enfin, ce que vous aurez du mal à faire, c'est essayer différentes démarches en même temps, parce que la plupart du temps, elles s'excluent les unes les autres. Donc, si vous voulez faire 10 hectares de Regen Connect, vous pourrez pas, par exemple, essayer de faire du label bas carbone à côté, parce que le label bas carbone, lui, il est à l'échelle de l'exploitation. Donc, il faut quand même bien garder cet aspect-là en tête. Il n'y a pas de compatibilité avec d'autres démarches carbone existantes. Donc, ouais, vous ne pourrez être engagé que dans Cargill Regen Connect et pas dans du label bas carbone ou du Sol Capital ou ce genre de choses. La seule tolérance qu'on accepte en termes de cumul des programmes, c'est ce que Pierre-Antoine évoquait en introduction, les cultures bas GES. Si vous avez des cultures qui sont commercialisées en base GES, vous pourrez les valoriser à travers ce canal-là. Nous, on sortira cette culture de la rémunération Cargill Regen Connect sur l'année en question, en fait. Donc, vous pouvez être dans les deux. Par contre, il n'y aura qu'une rémunération qui sera apportée et ce sera basé sur entre guillemets, la filière que vous aurez choisie. Mais on autorise cette flexibilité pour ne pas vous bloquer si jamais entre guillemets, les filières bas GES présentaient des primes très attractives, comme ça a pu être le cas certaines années. Le contrat, c'est un contrat sur 3 ans qui est renouvelable. Donc en gros, comment ça fonctionne? Aujourd'hui, les engagements, ils vont porter sur les campagnes 25, 26 et 27. Ce qu'on va vous demander, c'est d'avoir une amélioration des pratiques par rapport à la R24, et ce sera toujours la R24 qui sera considérée comme le point de départ. Donc, on prendra sur la parcelle en question le travail du sol, la présence de couverts ou non sur cette parcelle-là, et donc les années suivantes, il faudra toujours faire mieux que ce qui a été fait sur la R24. Donc c'est vraiment un point de départ qui reste fixe et il faut améliorer par rapport à celui-là. Au bout des 3 ans, si vous souhaitez renouveler le contrat, on gardera toujours la R24 comme étant le point de départ. On ne fera pas évoluer cette référence à la R27 qui était le terme de votre contrat. Sur les interventions, donc on a déjà parlé, réduction du travail du sol, couverts végétaux, j'ai 2 diapos suivantes pour rentrer un peu plus dans le détail. On a une Juste, dimension je- Ouais, on vas-y, a- vas-y. désolé, hein, je te coupe et j'espère que ça fera pas trop durer la présentation, mais du coup, il y a un agriculteur qui nous demande est-ce que par contre, au cours des 3 années, tu peux arrêter? Non. Alors Et là, du alors, coup, et si c'est, et je sais pas, est-ce qu'il y a un cas de force majeure, je sais pas, un départ à la retraite, ou je sais pas quoi, comment ça peut se passer? Donc non, non, mais c'est des très bonnes questions, mais aujourd'hui dans le contrat, on demande à ce que l'agriculteur en question ait la maîtrise de ce qui va se passer sur les parcelles sur les 3 prochaines années. Donc si on est à l'aube d'un départ à la retraite et qu'on sait que l'exploitation va être vendue, faut pas inscrire les parcelles dans le programme. De la même manière, si on a un bail qui se termine dans un an, il faut s'assurer que le bail soit renouvelé pour au moins couvrir la durée du contrat. Donc ça, c'est vraiment un aspect essentiel. Et il n'est pas possible de sortir du programme au cours du contrat, sauf,
En soi, je vois pas vraiment de cas de figure. L'engagement, il est pour 3 ans, donc l'agriculteur doit aller au bout de ces 3 ans avant s'il veut partir dans une autre démarche, quoi. La résiliation du contrat fera que, du coup, on stoppera la rémunération et on demandera à ce que ce qui a été déjà versé soit remboursé si on va pas au bout du terme du contrat qui est déterminé. Je vois pas les questions, Pierre-Antoine, quand je suis sur la présentation, donc n'hésite pas à voilà, me Mais stopper. pour tout vous dire, pour ceux qui sont avec nous, alors là, il y a une belle vague de questions. En fait, j'essaie de prendre les questions qui correspondent à ce que tu es en train de dire, Vincent, et après, on se fera un temps de réponse Ouais. sur les autres questions qu'on n'a pas pu aborder. Sinon, j'essaie de contextualiser. Mm. Je te laisse Ok. continuer. Je continue. Donc, et il y aura une dimension fertilisation qui va être rajoutée pour la récolte 2025. Après, voilà, aujourd'hui, je ne veux pas passer trop de temps dessus parce qu'en termes de proportion sur la rémunération que ça peut apporter, on va être sensiblement sur quelque chose qui va être inférieur. Et en termes de saisie de données, c'est quelque chose qui va être aussi plus conséquent. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment me focaliser sur la partie travail du sol et les couverts. La méthode de rémunération. Donc, je vous ai dit qu'on était proportionnel aux tonnes de CO2 qui étaient quantifiées. Les paiements se font de manière annuelle et on est sur un prix de la tonne de CO2 qui est garanti pendant la durée du contrat. Donc, vous savez que à minima, pendant les 3 ans, vous toucherez 35 € de la tonne de CO2. C'est un prix minimum garanti qui est susceptible d'évoluer à la hausse au cours du terme du contrat. Si on prend l'exemple de ce qui a été fait depuis le début du déploiement du programme, la première année, on était à 30 €, la deuxième année, on est monté à 35 €. Cette année, on va rester à 35 €. Mais les agriculteurs qui s'étaient inscrits la première année, donc la première année, ils ont touché 30, mais les deux et troisième année, ils vont toucher 35 € de la tonne de CO2. Donc, l'idée, c'est de vous rassurer sur le fait de vous dire mince, je me suis engagé trop tôt, le prix du carbone va monter. Nous, voilà, on a une volonté d'accompagner la tendance de ce prix-là et on a une nécessité aussi de proposer quelque chose qui soit compétitif. Si demain je paye 2 fois moins cher la tonne de CO2 que mes concurrents, les agriculteurs vont aller dans les programmes concurrents, donc c'est ce qui est clairement pas mon objectif. Donc on a une nécessité de proposer quelque chose qui reste attractif pour que les agriculteurs voilà, soient présents. Et donc, vous savez que si directionnellement le prix du carbone augmente, vous pourrez en bénéficier à travers ce programme. Toute la partie contrôle satellite, quantification des tonnes de CO2, c'est pas une expertise Cargill. Donc aujourd'hui, on passe par un prestataire extérieur pour le faire, qui s'appelle Rigro. Donc Rigro, c'est eux qui vont qui vont développer la plateforme que je vais vous montrer rapidement tout à l'heure, qui va permettre de collecter les données. C'est eux qui vont gérer la technologie satellite pour le contrôle des pratiques et l'aide à la saisie. Et c'est eux qui vont alimenter le modèle DNDC qu'on utilise pour quantifier les tonnes de CO2. Donc c'est vraiment l'expert, le partenaire de confiance sur cette thématique-là. Et enfin, Vincent, je te coupe là-dessus parce Ouais, qu'on a une vas-y. question qui est plein dedans. Comment, mince, j'ai ça qui me gêne. Comment l'analyse permet-elle de mesurer la séquestration du carbone avec précision? Que mesure la photo satellite? Alors la photo satellite ne mesure pas la séquestration du carbone. La photo satellite va confirmer que les pratiques déclarées par l'agriculteur sont mises en place. Donc le satellite va vérifier qu'il y ait eu un couvert mis en place sur la parcelle, sur la période déclarée par l'agriculteur. Donc en soi, il va nous dire présence ou absence de couvert. La modélisation de la biomasse, elle va être réalisée de manière différente. On va prendre la date de semis déclarée, la date de destruction déclarée, et après, en fonction des conditions climatiques et du type de couvert déclaré par l'agriculteur, il y a une modélisation de la biomasse qui sera réalisée. Mais le satellite ne permet pas de détecter quelle est la biomasse produite. Il est là pour contrôler ce qui a été mis en place. De la même manière, sur le travail du sol, le satellite va vérifier le type de travail du sol réalisé. En gros, alors je vais passer directement sur la slide relative au travail du sol.
Et selon le type de travail du sol que vous réalisez, la quantité de résidus laissés en surface sur la parcelle n'est pas la même. Donc si vous faites du travail du sol conventionnel, vous allez retourner les différents horizons, vous allez tout enfouir, donc vous allez vous retrouver avec un sol nu. Ça, le satellite est en mesure de le détecter. Travail du sol réduit, vous allez en laisser davantage, semi-direct, vous allez en laisser encore plus. Et donc en fait, en fonction des quantités de résidus laissés en surface, le satellite va détecter dans quelle catégorie de type de travail du sol vous tombez. Et donc si la déclaration qui a été faite au départ a été correcte. Et voilà, donc lui, il va juste valider si on est bien dans les clous par rapport à la déclaration. La quantification du CO2 pour le travail du sol, ça va dépendre du type de sol, des conditions climatiques et de tous les autres aspects que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc la gestion des résidus, est-ce que les pailles sont laissées sur la parcelle ou non, la profondeur du travail du sol, voilà, enfin tout ce qui va avoir un impact en fait sur la minéralisation et la respiration des micro-organismes. Et donc c'est comme ça en fait que la quantité de CO2 va être quantifiée. Mais c'est pas Ah bah voilà, du coup, si les couverts ne lèvent pas, qu'est-ce qui se passe? Par manque d'eau ou quoi que ce soit. Si les couverts ne lèvent pas, nous on est encore une fois sur une obligation de résultat parce qu'on entre guillemets on quantifie des tonnes de CO2. Ces tonnes de CO2 elles sont directement liées à la biomasse. Donc si on est sur un couvert qui n'a pas levé, il n'y a pas eu de biomasse, donc pas de tonnes de CO2, donc pas de rémunération. Donc ce qui veut dire que, enfin voilà, on paye pas à la pratique, on paye à ce qui ressort. Donc il y a un risque pour l'agriculteur dans certains cas de figure de mettre, enfin entre guillemets, de semer ou d'acheter de la semence de couvert pour un couvert qui va pas réussir à lever. Donc là, toute la démarche qu'on essaie de pousser et avec les collecteurs et le support agronomique aussi qu'on essaie de mettre en place, c'est de comment on maximise les chances de levée d'un couvert sur les périodes en question. Donc, typiquement, un des gros enjeux, c'est les périodes estivales. Donc, c'est quel type de semis, à quelle date, voilà. Comment opérer pour que les graines que j'ai achetées, je puisse les valoriser d'abord sur l'aspect agronomique et après, en plus, avoir ce petit plus carbone qui sera apporté par le programme Regen Connect. Mais si pas de levée, pas de rémunération, si on doit Ok. résumer. C'est très clair. Et juste, je prends les devants sur une autre question et comme ça après je te laisse continuer et je te redonne la main. Un agriculteur demande si, lorsqu'on rentre dans la démarche Regen Connect avec Cargill, on est obligé de vendre ses céréales auprès de Cargill. Non, ce n'est pas le cas. C'est bien deux Non, choses différentes. c'est D'ailleurs, c'est absolument, ouais, c'est vous vendez absolument pas. des. Alors attends, je prends la main, après je te laisse compléter. Ouais, Vous vendez pas vos céréales à Cargill, vous vendez vos céréales à un opérateur qui peut être une coop, un négoce ou nous, Céréa Pro. Et ensuite, nous, on vend vos céréales auprès de différents exportateurs ou transformateurs. On est bien sur une démarche de valorisation du CO2 et pas liée à la tonne de blé, d'orge, de colza ou de maïs vendue. c'est ça exactement. Et nous, en fait, l'ambition de ce programme, c'est de générer des changements de pratique à l'échelle du territoire français. Et voilà, l'ambition, c'est de dire que à travers ce programme-là, les agriculteurs français dans leur ensemble ont fait baisser de tant de tonnes de CO2 leur empreinte, où on a généré tant de tonnes de CO2 qui ont été stockées à l'échelle du territoire. Et entre guillemets, on n'a pas ce besoin d'aller à l'échelle d'agriculteurs qui livreraient Cargill, parce que d'une année sur l'autre, un agriculteur va peut-être nous livrer, mais l'année suivante, il ne nous livrerait plus, et ce serait beaucoup plus complexe à réaliser en termes de suivi. Donc voilà, il n'y a absolument aucune nécessité de livrer la marchandise physique à Cargill. Tant que vous le livrez à un des collecteurs partenaires du programme, dont Céréa Pro fait partie, c'est la seule obligation qu'on va vous demander. Donc si je continue le déroulé, tac tac tac, je vais passer sur le détail des pratiques. Donc on a deux niveaux sur les couverts, un niveau premium, un niveau basique. Le premium, c'est au minimum 2 espèces, dont au moins une légumineuse. Pour faire simple, le basique, c'est tout ce qui n'est pas premium. Pourquoi on a fait cette distinction? C'est pour pouvoir valoriser les agriculteurs qui faisaient les choses mieux que juste le couvert réglementaire. Donc voilà, pour nous, il y a un bénéfice agronomique à faire mieux que ce que la réglementation peut imposer. Comment on peut trouver une solution pour le valoriser auprès des agriculteurs? Donc ça, c'est l'option
qu'on a mis en place. Sur le travail du sol, on en a déjà parlé, donc il y a 3 niveaux possibles, donc avec les caractéristiques qu'on décrites ici. Donc le travail du sol conventionnel, ça va être labour et tout ce qui va perturber profondément le sol, donc chisel, herse rotative, tout ce qui va enfouir les résidus aussi profondément. Le travail du sol réduit, ça va être moins profond avec plus de résidus en surface, et le semi-direct, c'est là on touche pas du tout au sol avant le semi. Donc sur les axes, on peut combiner des améliorations sur un ou 2 axes. Donc quand on va vous demander d'améliorer au moins sur un, vous pouvez le faire sur les 2. La seule interdiction qu'on a, c'est que celle que je vous indiquais tout à l'heure sur le travail du sol conventionnel, dans le cadre du programme, ce n'est pas possible au cours des 3 années de revenir ou d'avoir du travail du sol conventionnel dans le cadre du programme sur ces parcelles. Donc si on récapitule un peu les différents avantages qu'on vous propose, et après je vais essayer de garder quand même 2-3 minutes pour que vous voyez ce à quoi ressemble la plateforme. Aujourd'hui, ce programme, il est en libre accès. Donc, si vous souhaitez rentrer dans la démarche, on ne va pas vous demander de frais d'inscription, il n'y a pas de coût à payer pour des analyses de sol ou quoi que ce soit. S'il y a des analyses de sol, on vous préviendra et les coûts seront pris en charge par Cargill. Donc là-dessus, c'est totalement transparent, vous rentrez, c'est gratuit. L'idée, c'est que vous puissiez remplir votre dossier en autonomie. Donc on a une saisie de l'historique des cultures qui va être aidée par la détection satellite. On va effectuer un contrôle systématique des dossiers pour vérifier qu'il n'y ait pas eu d'erreur un peu bête qui ait pu être déclarée. Des choses qu'on a pu observer sur les années précédentes, c'est des agriculteurs qui allaient, par exemple, déclarer un couvert mis en place après une betterave et avant un blé. Bah, typiquement, il n'y a pas le temps de mettre en place la plupart du temps. Donc c'est voilà, essayer de retirer ces aberrations là. Au niveau de l'animation du programme aussi, on a donc un support en interne agronomique qui permet d'organiser des journées thématiques 1 ou 2 fois par an, donc pour faire vivre le programme et puis traiter des problèmes que vous pouvez rencontrer sur comment les choix des espèces de couverts, la destruction d'un couvert, comment gérer les adventices, les ravageurs, ce type de choses. Et enfin, par rapport à d'autres démarches carbone, là où vous avez aussi une garantie, c'est sur le débouché. Aujourd'hui, vous savez que Cargill, structurellement, va se porter acquéreur de toutes les tonnes de CO2 qui seront quantifiées. C'est ce que Serapro évoquait en introduction. Aujourd'hui, le métier de la commercialisation du CO2, c'est pas le vôtre, c'est pas celui de Serapro. Nous, en tant que Cargill, on a un intérêt à les acheter pour notre empreinte carbone, et on a aussi une demande de nos clients aval pour travailler sur leur empreinte carbone. Donc on a une position qui est intéressante dans cette chaîne de valeur, et c'est la raison pour laquelle on se porte structurellement acquéreur de toutes ces tonnes de CO2 qui peuvent être générées par le programme Regen Connect. Ça je vais passer parce que sinon on va pas avoir le temps d'aller sur la plateforme. On a plusieurs questions sur l'inscription, les démarches, l'historique, etc. Et donc, juste, tu nous confirmes bien. Donc, il n'y a pas de visite à la ferme au moment de l'inscription. Il n'y a personne de chez Cargill qui vient voir l'agriculteur. Donc, du coup, donc vous, en tant qu'agriculteur, vous êtes autonome. Donc, on vous donne accès à la plateforme avec un identifiant, un mot de passe, si je dis pas de bêtises, Vincent. C'est ça. Enfin, il y a un identifiant qui est fourni. Ensuite, l'agriculteur se connecte sur la plateforme et se crée son profil. Donc voilà, il aura son adresse mail à renseigner, il générera un mot de passe. Il y a tout un petit aspect admin à faire au départ, mais qui est pas, enfin, il n'y a rien de particulier par rapport à ce qui peut être fait ailleurs. Et ensuite, c'est renseigner les différentes étapes qu'on a mentionnées, donc historique des cultures, historique du travail du sol, la culture de l'an prochain, et les pratiques qui seront mises en place sur les parcelles en question. Et donc, du coup, en termes de paperasse et de démarches administratives, parce que je vous vois venir et je vois un peu ce qu'il y a derrière les questions, il n'y a pas de choses particulières par rapport à un label bas carbone où je pense que c'est un peu plus lourd, ou même le Colza GES où on doit vous demander, je pense, à la déclaration PAC ou ce genre de choses. Donc voilà. Après, attention, Vincent va vous présenter l'outil. Quand même, faut déclarer ses parcelles. Et donc là, du coup, Vincent, je te laisse prendre le relais. Donc du coup, on avait 2 questions sur justement la partie comment on rentre dans la démarche. J'espère que du coup, on a répondu aux 2 questions, mais simplement avec un outil. Et après, de toute façon, Vincent et son équipe sera disponible pour vous accompagner s'il y a des problématiques, on va dire, techniques.
juste un instant avant que tu rentres dans l'outil, j'ai deux questions qui sont les mêmes. Comment le satellite mesure la différence entre un 2 ou un 6 tonnes de matière sèche d'un couvert et enfin, comment tu gères la différence de rémunération? Et ça, je balaye aussi C'est ces deux ça questions. le, ouais. Attends, mais, enfin, on l'a déjà rapidement évoqué, mais le satellite va pas détecter la différence entre 2 et 6 tonnes de matière sèche. Pour nous, ce qui va faire la différence entre 2 et 6 tonnes de matière sèche, c'est les conditions climatiques sur une zone donnée entre une date de semis et une date de destruction. Donc, si vous avez implanté un couvert entre telle date et telle date et qu'avec des conditions climatiques favorables, bah, le modèle va quantifier une biomasse qui va être plus importante que si vous avez semé un couvert sur les mêmes dates, mais dans des conditions sèches. Donc le calcul de la biomasse est réalisé par ces données de date et de conditions climatiques sur la période considérée. Ok, merci. Et là, il y a une question qui est venue, je la prends sur la volée parce qu'elle est intéressante. Vas-y. Est-ce que le prix de 30 euros pour la tonne de CO2, il est fixé pour les 3 ans? C'est-à-dire que, admettons que dans 2 ans ou dans 3 ans, les tonnes de CO2 enfin, évoluent. Est-ce que c'est un prix qui est révisible par Cargill ou est-ce qu'il est fixé pendant les 3 ans? Ça, c'est une première question. Et la deuxième, si tu peux y répondre ou pas, mais du coup, c'est pour ça que je te la pose, c'est que vaut la tonne de CO2 sur le marché et pourquoi elle est valorisée 30 euros tonne? Enfin, en gros, combien elle est sur le marché? Pourquoi 30 euros à l'agriculteur? Est-ce qu'il y a une, enfin, je sais pas si une notion de marge, de Bon, valorisation, si, non, mais enfin, pas de souci. etc. La première, on y a déjà partiellement répondu. Donc, c'est en gros, c'est un prix minimum garanti. Si le prix augmente, on aligne les prix de manière à rester compétitif. Donc ça, j'avais déjà évoqué ce point-là. Et si jamais c'était amené à baisser, bah, vous avez sécurisé le niveau pendant la durée du contrat. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, première année, 35 euros. Deuxième année, c'est 35 euros à minima, ce sera peut-être 40 selon ce qui se passe, mais ça, voilà, je peux pas le garantir dès aujourd'hui. Ensuite, comment est déterminé le prix du carbone? Aujourd'hui, il n'y a pas de marché coté pour le marché du carbone volontaire, le type de démarche qu'on vous propose aujourd'hui. Pour nous, en fait, ce prix il se construit en prenant en compte différents éléments. Le premier, c'est déjà être compétitif par rapport aux autres programmes carbone. Si je vous propose 2 fois moins que mes programmes concurrents, vous n'allez pas venir chez moi, vous allez aller chez les programmes concurrents. Donc il y a déjà un environnement concurrentiel à prendre en compte. Le deuxième point, c'est derrière, moi j'ai un intérêt en tant que Cargill, mais il faut aussi que je le revalorise auprès de mes clients aval. Quelle est la propension à payer de mes clients aval pour les tonnes de CO2 que j'aurais pu quantifier? Et après, le troisième élément, non, mais après oui, c'est pour vous, il faut que ça reste attractif aussi. En gros, si je vous propose un prix qui est trop bas, vous allez me dire ouais, t'es gentil, mais pour 10 euros de l'hectare, est-ce que ça vaut le coup que je rentre dans ta démarche? Pas forcément. Donc il faut aussi qu'on trouve le juste milieu de manière à proposer quelque chose qui soit suffisamment attractif pour les agriculteurs, même si encore une fois, on sait qu'on va pas payer le coût de la transition. Je peux pas vous dire que je vous apporte de cacahuètes et que vous allez rentrer dans la démarche, quoi. Faut trouver le juste milieu entre ces différents éléments pour être compétitif et être attractif auprès de vous, agriculteurs. Donc c'est comme ça qu'on essaie de construire le prix tous les ans. Ok, merci Vincent. J'en prends une autre à la volée. Le maillage, alors on parle de stations météo, mais c'est pas des stations météo, donc c'est des satellites. Le maillage, ça prend des photos tous les combien de temps? C'est combien de satellites? Comment vous faites ça? Alors les réseaux satellites qui sont utilisés, c'est Landsat et Sentinel. Il y a du coup une base d'images qui est tous les 3 à 5 jours. Et après par contre, il y a une vraie question sur la base des stations météo qui sont utilisées. Et là, j'ai pas la granulométrie du maillage qui peut être existant. Si c'est une question à laquelle il faut absolument répondre, on pourra creuser, mais l'idée c'est d'avoir des données qui soient suffisamment précises. Enfin, encore une fois, si je me base avec des données à l'échelle d'une région, derrière moi, au niveau de l'audit, on sait que les tonnes de CO2, elles vont pas passer, donc il faut qu'on soit précis à minima pour pouvoir être sûr que notre démarche puisse être validée par les auditeurs externes qu'on va utiliser. Ok, merci Vincent. À la limite, je te laisse présenter l'outil et on reprendra après le fil des questions.
Donc les étapes qui sont nécessaires de rentrer, elles sont listées ici sur la droite. Donc la première étape, c'est de renseigner les parcelles que vous souhaitez inscrire dans la démarche. Donc pour ce faire, alors bon là j'ai pas mal de simulations qui sont existantes, mais vous pouvez ajouter des nouvelles parcelles. Vous avez différentes possibilités qui vous sont offertes. Soit vous avez vos contours parcellaires qui sont paramétrés dans SMAG. Dans ce cas-là, vous pouvez importer vos contours parcellaires de SMAG. Après, voilà, ça suppose que ce soit bien fait sur SMAG pour que ça soit bien importé sur la plateforme. Parce que des fois, on a des découpages un peu bizarres entre des îlots, des parcelles, et du coup, la plateforme, forcément, elle duplique ce qu'elle importe. Et donc, si c'est pas nickel dans SMAG, bah, ce sera pas nickel dans la plateforme. On peut importer son contour parcellaire PAC en allant le télécharger sur la plateforme de la PAC. Donc là, vous extrayez votre fichier zip et vous l'importez directement dans la parcelle et ça va vous mettre en surbrillance toutes les parcelles de l'exploitation que vous avez déclarées. Et enfin, la dernière solution, c'est d'aller sélectionner ou dessiner sur une carte les parcelles que vous souhaitez inclure dans le programme. Donc, vous tapez une adresse particulière. Voilà, si on va à Chartres, ben, on va aller sur la carte et vous allez voir que du coup le parcellaire autour de Chartres va apparaître en prédécoupage et que vous pouvez aller sélectionner la parcelle ici, la parcelle là pour l'intégrer au programme si vous le souhaitez. Donc voilà, avec un prédécoupage qui est là, je pense que du coup vous devez avoir la visibilité, je ne touche plus à rien. Donc en soi, voilà, vous avez les contours parcellaires qui apparaissent, qui sont déjà prédécoupés et du coup bah, vous pouvez sélectionner sur la base de ce prédécoupage s'il y a lieu de redéfinir parce que ce prédécoupage n'est pas exact, vous avez la possibilité de le faire pour coller au plus près de la réalité. Donc une fois que les parcelles sont sélectionnées, donc là, en soi, ce qu'on va vous demander, c'est de renseigner l'historique culturel sur les 5 dernières années. Donc là, j'ai pas fait tourner la reconnaissance satellitaire pour une parcelle qu'on aurait rajoutée. Je suis parti sur quelque chose qui était déjà existant. Mais globalement, ce qu'on vous demande, c'est de renseigner les 5 années d'historique par parcelle. Cet historique, il est déjà pré-rempli via la détection satellite. Donc vous, ce que vous aurez à faire à cette étape-là, c'est uniquement de valider les cultures qui apparaissent. Donc, est-ce que c'est juste ou non? Si c'est pas juste, il faut bien évidemment le modifier. Est-ce que les couverts, ils sont bien présents si vous en avez mis? Et ensuite, bien s'assurer que les dates soient à peu près correctes. Alors, on vous demande pas la date de SMI au jour près, mais voilà, si à 10 jours près vous êtes dans les clous par rapport à ce qui était indiqué, eh ben, c'est bon. Si par contre il y a un décalage un peu plus important, eh ben, faut ajuster pour coller à la réalité. Mais globalement, avec ce pré-remplissage satellite, ça permet de gagner un temps qui est considérable par rapport à ce que les agriculteurs qui ont connu les années précédentes ont pu avoir à faire. Sur le travail du sol, on a pareil 5 années d'historique à renseigner. Les informations qui sont demandées sont assez simples. Donc, est-ce que vous avez oui ou non du travail du sol sur la parcelle, sur la campagne en question? Donc oui, non. Enfin voilà, c'est un bouton à cocher. Ce qu'on vous demande, c'est pas de renseigner tous les passages de travail du sol que vous avez pu réaliser. Pour nous, le passage le plus intensif suffit. Donc, entre guillemets, il y a déjà des hypothèses qui sont prises en compte dans le modèle. Si vous rentrez un travail du sol conventionnel, il va déjà considérer qu'il y a un certain nombre de passages qui sont réalisés. Donc là, vous rentrez du coup le travail du sol le plus intensif, la date à laquelle il est réalisé, la profondeur à laquelle vous l'avez faite, et c'est tout ce qu'on vous demandera pour cette campagne-là. Donc je précise bien à chaque fois pour à la fois les couverts et le travail du sol, on raisonne en termes de campagne. Donc c'est toujours ce qui est intervenu avant la culture principale. Quand on parle de couvert, c'est celui avant le tournesol sur la campagne en question. Et même chose pour le travail du sol, c'est celui qui est réalisé avant la culture principale, pas celui qui est réalisé après. Celui qui est réalisé après, c'est celui du coup qui est relatif à la campagne liée au blé dans notre exemple ici. Ensuite, donc une fois qu'on a renseigné son historique, on va demander, donc là, étape assez simple, quelle est la prochaine culture sur la parcelle en question.
Donc là, vous avez la liste des différentes cultures que je vous ai montrées dans la présentation. Il y en a une quinzaine de différentes. Et ensuite, on arrive à l'étape choix des interventions. Donc là, en gros, en fonction de ce que vous avez renseigné comme point de départ, il va vous proposer différentes combinaisons qui montreront une amélioration par rapport à ce point de départ. Donc là, il me montre des alternatives qui me permettent de passer en semi-direct ou de rajouter un couvert premium par rapport à ce que je faisais auparavant. Donc là, bon, je vais mettre, admettons, je passe en semi-direct, je choisis ma pratique. Et derrière, j'ai une possibilité de simuler, entre guillemets, ce à quoi je peux espérer si je mets en place cette pratique. Et donc là, il me sort une estimation de tant de tonnes de CO2 par hectare pour la mise en place de cette pratique-là. Encore une fois, ça dépend du point de départ que vous avez choisi. Si là, j'ai quelque chose qui est relativement bas en termes de quantité de CO2, mais c'est parce que mon point de départ, c'était une culture avec un couvert et du travail du sol réduit. Donc là, sur le choix des pratiques que j'ai fait, je n'ai pas mis de couvert, donc je baisse d'un curseur. Si je retire le couvert dans mon historique et que je refais la même démarche, le calculateur va permettre de réajuster. Voilà, si on relance. Voilà, vous voyez que du coup, avec un point de départ différent, j'ai une quantité de CO2 qui est différente et qui est proportionnelle du coup à l'amélioration des pratiques que je peux mettre en place sur la parcelle en question. Et donc, si vous êtes, une fois que vous avez renseigné toutes vos parcelles et que voilà, tout est OK, la dernière étape, c'est de signer un contrat. Donc, en gros, le contrat, il va se présenter sous 2 documents désormais. Donc, sur la plateforme, en fait, vous aurez un récapitulatif des parcelles et des pratiques que vous aurez déclarées. Et en parallèle de ça, vous recevrez un document par mail qui reprendra tous les engagements que je vous ai présentés au cours de la présentation, donc, et toutes les règles du programme. Donc voilà, qu'il faudra nous retourner, pas nous retourner signer, ce sera une signature électronique, donc vous signerez électroniquement, et ce contrat, ce sera un contrat entre l'agriculteur et CEREA Pro. Et nous, après, on a un contrat global entre CEREA Pro et Cargill qui chapeaute tous les contrats agriculteurs qu'on peut avoir avec CEREA Pro. Donc voilà pour le schéma de fonctionnement. Donc vous voyez qu'au niveau des étapes qui sont demandées, on reste sur quelque chose qui est assez simple. Il n'y a pas d'audit au niveau de l'exploitation pour l'inscription. Les pratiques, voilà, c'est vous qui les renseignez. On a l'historique culturel qui est déjà pré-rempli par le satellite, donc ça permet déjà d'avoir une base de données intéressante. Et par contre, ça ne veut pas dire qu'on exclut tout contrôle pendant le terme du contrat. Donc aujourd'hui, on travaille sur des process de vérification complémentaires au satellite où on aura potentiellement des prises de photos de certaines parcelles à des moments particuliers pour bien valider qu'on a eu un couvert qui était mis en place ou que le travail du sol qui était déclaré soit bien celui qui était en question. Donc on peut avoir entre guillemets des visites aléatoires sur les exploitations engagées dans le programme. Voilà, entre guillemets, la confiance n'exclut pas le contrôle et on va réaliser quelques audits ponctuels. Alors après, ça ne viendra pas vous demander du temps à vous, agriculteurs, en tant que tel. On ne va pas vous demander de vous asseoir pendant 4 heures autour d'une table et puis de nous dire voilà, sur telle parcelle, j'ai fait ci et ça. Ce sera plutôt un contrôle aléatoire avec un instant T, une vérification des pratiques sur les parcelles en question. Ok, merci Vincent. Je ne sais pas si vous allez pouvoir, mais c'est ça nous qui nous a plu en fait, c'est cette simplicité de euh, sélectionner une parcelle. Bon, normalement, les contours sont plutôt bien faits maintenant, à part si vous avez modifié des îlots, etc. Ce qui est parfois souvent le cas aussi, et on voit la difficulté parfois de redessiner quand on est sur notre déclaration PAC parfois des parcelles. Mais après derrière, en fait, d'avoir et l'historique et ce que l'on va faire, et ce qui permet d'avoir une rémunération
en direct, et bien du coup à la parcelle, du coup des tonnes de CO2 calculées par l'outil et du programme. Du coup, alors Vincent, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on s'attaque aux questions? Il y en a quelques-unes. J'ai une dernière chose à mentionner. Donc, enfin, voilà, nous aujourd'hui, on n'est pas dans une démarche où entre guillemets, on cherche absolument à engager des hectares pour des hectares. Ce qui est important pour nous, c'est des hectares entre guillemets qualitatifs. Donc, je préfère avoir un peu moins d'hectares, mais des hectares sur lesquels on est sûr d'avoir des changements de pratique et sur lesquels les agris sont à l'aise pour mettre en place des nouvelles choses. Et un des aspects essentiels pour faire ça, c'est aussi de s'assurer que vous, en tant qu'agri, vous partiez pas en terrain complètement inconnu. Et voilà, si on a une transition qui doit être mise en place, il faut que vous soyez voilà, accompagné sur ces thématiques d'agriculture régénératrice et de pratiques à mettre en œuvre. Et donc, soit ça passera par Serapro, soit par entre guillemets, des ressources extérieures qui peuvent déjà exister et dont vous êtes potentiellement partenaire. Du support agronomique voilà, qui peut être proposé par Cargill. Mais en tout cas, nous, notre recommandation, c'est de ne pas partir dans cette transition sans avoir un accompagnement qui soit existant pour éviter des gamelles, parce que au final, c'est ce qu'on souhaite tous éviter, quoi. Autant vous que nous, vous, une mauvaise expérience du programme et puis des difficultés à gérer vos parcelles. Et nous d'avoir des agriculteurs qui soient déçus du programme et qui quittent la démarche au bout des 3 ans parce qu'ils n'étaient pas satisfaits. Voilà, au final, c'est pas ce qu'on cherche des deux côtés. Donc c'est vraiment s'assurer que les pratiques Et, qu'on va vous demander, vous puissiez le faire de manière confortable. et avant de répondre à l'ensemble de vos questions, Vincent, est-ce que tu peux juste rappeler un petit peu les délais? C'est-à-dire à partir de quand Ouais. vous prenez on va dire les demandes des agriculteurs, la première rémunération, etc., etc. Parce que là, du coup, on se fait une visio aujourd'hui. C'est pas tout à fait lancé. Donc du coup, juste pour que tout le monde soit clair sur la mise en place, comment ça se passe, etc. Donc là, normalement, vous devez voir le calendrier, je pense. Donc en gros, vous allez avoir une période d'inscription et de déclaration des pratiques qui va intervenir entre le 15 avril et le 31 août. Donc voilà, pendant cette période-là, vous allez réaliser les différentes étapes que je vous ai montrées sur la plateforme. Ensuite, il ne va pas se passer grand-chose pendant un moment. En gros, vous allez vous concentrer sur ce qui se passe sur vos parcelles et voilà, pas autre chose. Derrière, en septembre, on va revenir vers vous pour vous demander de confirmer que ce qui a été déclaré au départ a bien été mis en place. Donc, typiquement, on peut avoir des cas de figure où les choses se passent pas comme prévu. Cette année, on l'a vu, les conditions climatiques, le travail du sol n'a pas été celui qui était nécessairement prévu. Des cultures qui devaient être des cultures d'hiver n'ont pas pu être semées, donc ça a été changé en culture de printemps. Voilà, typiquement, ces modifications-là, elles peuvent être réalisées en septembre. Ça aura nécessairement un impact sur la quantité de CO2 qui sera quantifiée, mais en tout cas, ça permet de rester dans le programme et de potentiellement être éligible à une rémunération si on a une amélioration des pratiques. Ensuite, une fois que cette phase de validation elle est réalisée, on a la partie vérification par le satellite. Donc c'est là où entre guillemets on récupère les données d'imagerie et où Rigro nous fournit du coup les indicateurs en nous disant bon bah sur cette parcelle là il y a un couvert qui a été déclaré, je détecte effectivement une couverture végétale satisfaisante sur le pas de temps à observer, donc très bien, on valide. Soit je ne détecte pas de couverture végétale sur la période déclarée, et auquel cas, dans ce cas-là, nous on revient vers vous, agriculteurs, pour refaire un contrôle sur différentes parcelles. Donc sur celle-ci, qu'est-ce que vous aviez fait? Le couvert, est-ce qu'il avait levé? De quelle manière? Et ainsi de suite. Et donc là-dessus, on va au fur et à mesure rajouter aussi un complément de base de données photographiques au fur et à mesure des années pour étoffer en plus la vérification réalisée par le satellite. Une fois que cette vérification satellite elle est réalisée, derrière, la quantité de CO2, elle est quantifiée, elle est fournie par Rigro, et donc on apporte la rémunération finale. Donc ce qui veut dire qu'il y a un paiement par an, et il intervient
entre 18 et 24 mois après l'inscription. Donc là, vous allez vous inscrire en avril 2024 pour votre récolte 2025 et la rémunération, elle interviendra en janvier 2026. Et donc on aura ce schéma tous les ans. Donc déclaration des pratiques avant la mise en place des couverts de la campagne en question, la campagne qui intervient, le contrôle des pratiques et la rémunération. Et donc en gros, si vous inscrivez cette année, ça veut dire que vous aurez une rémunération en janvier 2026, en janvier 2027 et en janvier 2028. Et ce sera des rémunérations relatives aux cultures 25, 26 et 27. Merci beaucoup Vincent pour ce point-là. Alors, du coup, si je prends la vague de questions, je vais essayer de la prendre et j'en ai vraiment beaucoup, donc j'essaie de trier. J'ai une première question, du coup, je n'ai pas compris vis-à-vis de la vente de la récolte. Encore une fois, il n'y a aucun lien entre le programme Cargill Regen Connect de la vente de vos récoltes. Vous continuez à vendre vos céréales à qui vous voulez. J'ai une petite préférence pour Céréa Pro, mais je vais pas le dire. Mais en tout cas, auprès de vos OS, Coop, Negos, etc. Et du coup, le programme Cargill Regen Connect est vraiment quelque chose qui est décorrélé de la vente de vos céréales. Donc ça, du coup, ça fait 2 fois qu'on en parle. Est-ce qu'on peut utiliser l'outil pour faire juste une simulation? Vincent, tu vas compléter, mais je pense que oui. Pour tous ceux qui veulent faire une simulation, on peut vous apporter un accès. Donc, en fait, on va faire partir un email à la suite de cette visio. Et donc, du coup, pour ceux qui vont le vouloir, il y aura un formulaire. Vous vous inscrivez dessus. On va vous envoyer derrière mince, des identifiants plus ça en mot de passe pour que vous puissiez vous connecter et déclarer une parcelle et faire un test chez vous. Ça, c'est une autre question. Est-ce que vous intégrez les prairies dans le programme, Vincent? Alors aujourd'hui, les prairies, elles sont pas incluses dans le programme parce que en soi, on n'est pas sur des cultures, donc c'est plus difficile à justifier dans notre empreinte carbone et du coup dans la rotation des cultures qui nous intéressent, c'est aussi moins présent. Et un des risques aussi qu'on identifie, c'est qu'une prairie, souvent pour la faire revenir en système de culture traditionnel, il y a quand même beaucoup de travail du sol conventionnel. Et donc on identifiait ça comme un facteur de risque assez important. Donc aujourd'hui, non, les prairies ne sont pas inclus dans le programme. Et pour être clair, à l'heure actuelle, on n'a pas prévu d'aller dans cette direction-là. Ok, merci. Est-ce que tu demandes des informations sur le type de sol? Alors, il y a au niveau moi je n'en demande pas. Par contre, c'est pris en compte à différents niveaux. Donc, Rigro va utiliser des bases de données sur les types de sols existantes pour faire ses modélisations. Et en plus, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, il y a un certain nombre d'échantillons de sols qui vont être réalisés sur une partie des parcelles du programme. Encore une fois, pour vous, c'est transparent puisque c'est pas vous qui aurez à les payer, ce sera pris en charge par Cargill. Mais les résultats de ces analyses de sol vont être incorporés par Rigro dans la modélisation de manière à refléter quelque chose qui soit le plus près possible de la réalité. Donc c'est les deux manières dont la typologie de sol est prise en compte dans le modèle. Ok, merci pour ce retour. J'essaie en plus de vous le faire à l'écrit au fur et à mesure. J'en avais une autre. Ah oui, on a l'habitude dans le GES d'avoir la fertilisation qui est prise en compte, notamment la partie engrais organique. Comment ça se passe sur la partie Regen Connect? Alors la partie fertilisation, elle est rajoutée cette année. Donc si vous le souhaitez, vous aurez la possibilité de renseigner vos données de fertilisation et éventuellement de toucher une rémunération complémentaire sur ce volet-là. Je préfère juste être clair sur les perspectives de rémunération sur ce volet-ci. Sur la partie séquestration, je vous parlais en moyenne de 0,8-0,9 tonnes par hectare. Sur la partie fertilisation, on va plutôt être dans le meilleur des cas à 0,3 tonnes de CO2 par hectare. Donc c'est quelque chose de significativement plus faible. Ensuite, la dimension fertilisation organique, comment elle est prise en compte dans ce qu'on va regarder? Nous, ce qu'on observe, c'est la quantité d'azote de synthèse appliquée et les émissions associées à cet azote de synthèse
à la fois sur les émissions, enfin et principalement sur les émissions au champ. Donc si vous substituez de l'urée ou de l'ammonitrate par du fumier ou du lisier, vous allez avoir un peu moins d'émissions qui vont être générées. Donc il y aura éventuellement une petite amélioration qui pourra être quantifiée par le modèle. Après voilà, elle restera encore une fois relativement limitée. Et un des aspects qui est différent sur notre manière de traiter la fertilisation organique, c'est nous, on va jouer sur cet aspect substitution. Donc, si vous mettiez du fertilisant organique par rapport à un engrais de synthèse, vous aurez une amélioration. Par contre, ce qu'on ne fait pas, c'est considérer que mettre un engrais organique va générer de la séquestration de carbone. Il y a certains programmes qui considèrent que parce que ça fait monter le taux de matière organique du sol, c'est de la séquestration de CO2. Pour nous, ce ne sera pas le cas. On prendra uniquement l'impact de remplacer un azote de synthèse par un azote organique. Et alors du coup, c'est une déclaration de la part de l'agriculteur, ça? Oui. Ok, très bien. Là, oui, le satellite ne peut rien faire sur la partie fertilisation. Oui, tout à fait. Ok, donc j'avais également Laurent qui me demandait du coup sur les différents types d'engrais, donc on vient d'y répondre. J'ai une question sur les vergers. C'est comme sur les prairies, pour le moment c'est hors du... Ouais, non, c'est hors du scope. Ouais. Je suis désolé. Ok. Est-ce que l'irrigation a un impact dans le programme? Alors l'irrigation aura un impact. On demande lors de la phase de contrôle des pratiques si les parcelles sont irriguées et si elles sont irriguées, il y aura effectivement un impact sur les quantités de CO2 qui seront générées. Dans quelle proportion, aujourd'hui je suis pas en mesure de vous répondre. Théoriquement, ça devrait minimiser légèrement la quantité de CO2. En gros, on va avoir plus de biomasse, mais le fait d'avoir de l'eau va générer plus de minéralisation et donc plus d'émissions de CO2. Donc l'un dans l'autre, le bilan est légèrement négatif de ce que Rigro a pu nous présenter. Après vous dire est-ce que ça a baissé de 10 ou de 20% vos quantités de CO2, je ne sais pas y répondre ce soir. Peut-on être chez un concurrent de Cargill et être chez Cargill en même temps? Alors, si je comprends bien, alors si c'est dans la démarche, alors du coup, on rééclaircit bien sur les différents programmes qu'il y a dans le carbone, Colza GES, Label Back Carbone, Cargill, Regen Connect. Je connais pas de concurrence d'un programme comme toi tu présentes. Donc peut-être Vincent, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus sur un agriculteur aujourd'hui, s'il est parti dans un label bas carbone, est-ce qu'il peut le faire du Regen Connect, oui ou non? S'il fait du colza GES au cours de son contrat de 3 ans et c'est que par exemple la deuxième ou la troisième année, comment ça se passe? Et est-ce que tu as un concurrent du coup sur ce type de programme? Alors on va prendre le sujet après sujet. Donc aujourd'hui, il y a différents programmes carbone qui sont existants. Moi en soi, je vais aujourd'hui tous les considérer comme des programmes concurrents, que ce soit du label bas carbone, que ce soit du sol capital. Peut y avoir des démarches sol vivant qui vont être mises en place par Nestlé sur certaines zones. Il y a d'autres acteurs qui vont certainement rentrer sur le marché dans les années qui viennent. Donc il y a un certain nombre de programmes concurrents. Tout ce qui va générer une quantification de CO2 sur votre exploitation est un programme concurrent qui n'est pas compatible avec Cargill Regen Connect. La seule tolérance qu'on accepte, c'est les filières bas GES, comme on l'évoquait tout à l'heure sur le colza bas GES, le tournesol bas GES. Vous ne pourrez pas toucher deux rémunérations sur les parcelles de colza ou de tournesol. Si les primes bas GES sont plus attractives que ce que nous on propose, on vous autorise à aller toucher la rémunération de ces filières-là. Par contre, on vous demande de déclarer que vous avez commercialisé votre colza ou votre tournesol dans des filières bas GES. Et dans ce cas-là, nous, les parcelles de colza et de tournesol seront déduites de la rémunération qu'on vous apportera sur ces années-là. Si la question portait sur les concurrents carbone, je pense qu'on y a répondu. Si on parle encore une fois de concurrence sur la marchandise physique, pour nous, là, il n'y a aucun impact, puisqu'encore une fois, il n'y a aucune obligation de livrer la marchandise à Cargill ou à un collecteur particulier dans le cadre de ce programme-là.
Donc, vous pouvez aller livrer votre tournesol ou votre colza chez CEPOL et rentrer dans Cargill Regen Connect. C'est pas un souci tant qu'il n'y a pas de valorisation de CO2 qui est faite par CEPOL sur une autre démarche en parallèle. Ok, super, c'est très clair. Est-ce que tu prends compte la quantité de GNR consommée à l'hectare? Non. Non. Non, aujourd'hui on est focalisé sur 3 leviers. Donc déjà sur le stockage de carbone à travers les couverts et la réduction du travail du sol. On attaque les réductions d'émissions à travers la partie fertilisation. Et déjà, les réductions d'émissions vont générer quelque chose qui est relativement faible. Différentes études qu'on a pu faire, la partie GNR va avoir un impact qui va être encore plus faible. Donc on traite les sujets par priorité et ordre de importance de rémunération aussi pour les agriculteurs. Et aujourd'hui, notre interprétation de la consommation de GNR, c'est que ça va, entre guillemets, on va pas être en mesure de générer des changements significatifs ou en tout cas qui pourront apporter des rémunérations conséquentes. Ok, merci. La vraie question, et c'est d'ailleurs souvent la question qu'on a même avec d'autres programmes, qu'est-ce qui se passe au bout de 3 ans? C'est-à-dire que là, du coup, on met en place une rémunération au travers de l'amélioration avec comme base 2024. Mais du coup, la suite, une fois qu'on est, on va dire, au carré au bout de 3 ans, sur quelle base on repart, comment ça se passe, etc. Donc ouais, ça, on l'avait mentionné tout à l'heure, mais on réutilisera toujours la récolte 2024 comme point de départ. Donc vous arrivez au bout des 3 ans, vous souhaitez réengager, vous repartez pour un cycle de 3 ans, mais toujours avec le même point de départ qui restera la récolte 2024. Les agriculteurs qui sont déjà rentrés dans le programme, eux, ils resteront toujours avec la R22 comme point de départ ou la R23 comme point de départ selon l'année pour laquelle ils sont rentrés. Ok, donc normalement les améliorations mises en place pour le futur seront toujours une rémunération en gros, à part si le prix de la tonne de CO2 n'est plus la même demain, en tout cas, ce qu'on est capable de toucher l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, s'inscrit sur le long terme. C'est ça. Alors après, si on se reparle dans 20 ans, est-ce que le Oui, potentiel oui, de séquestration de carbone sera le même? Je pense pas, parce qu'au fur et à mesure, c'est pas quelque chose qui est linéaire et on peut toujours continuer à croître. Au bout d'un moment, quand on aura atteint une certaine quantité de carbone organique dans le sol, ce sera difficile de dépasser ce seuil-là. Donc au bout de 15-20 ans, on va certainement avoir un plafonnement de la courbe. Mais d'ici là, oui, on peut toujours espérer une rémunération relativement régulière en fonction des pratiques qui seront mises en place. ok, merci. On a plusieurs questions au tout début, tu t'es avancé sur une moyenne à 0,8 tonnes par hectare. Donc j'ai plusieurs questions, est-ce que c'est l'objectif, est-ce que c'est l'amélioration, enfin juste est-ce que tu peux être un petit Enfin, peu plus, c'est juste une c'est moyenne. c'est juste de l'observer. C'est la moyenne observée sur les estimations des agriculteurs qui sont rentrés dans le programme. Donc aujourd'hui, je ne peux pas garantir à un agriculteur que s'il rentre dans la démarche, il touchera ça. Il pourra toucher moins, il pourra toucher plus. Ça dépend de l'ampleur des changements qui sont réalisés. Globalement, la mise en place d'un couvert végétal, on va être entre 0,5 et 0,7 tonnes de CO2 par hectare à la grosse louche. L'amélioration du travail du sol, ça va être à peu près la même chose. Donc si on arrive à améliorer les deux, on peut potentiellement réussir sur une parcelle à atteindre du 1,5 tonnes de CO2 par hectare. Après, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que on réfléchit à l'échelle d'une rotation. Donc il y a des années où vous n'allez pas pouvoir mettre de couvert sur votre parcelle. Vous récoltez un maïs, vous mettez un blé derrière. Là, il n'y a pas la place pour un couvert. Donc, une année, vous allez avoir potentiellement une rémunération sur les deux leviers. L'année suivante, vous allez avoir la rémunération que sur un levier parce qu'il n'y a qu'un levier disponible. Voire éventuellement pas de rémunération parce que vous étiez déjà en travail du sol simplifié. Vous pouvez pas mettre de couvert l'année suivante, vous restez en travail du sol simplifié. Il n'y a plus d'amélioration. Donc, du coup, cette année-là, ça fait 0. Donc, en fait, en prenant en compte tous ces scénarios-là, on arrive à une moyenne de 0,809. Et dans cette moyenne de 0,809, on a des parcelles qui sont à 0, on a des parcelles qui sont entre 1,5 et 2. Et et en travers, ça sort à 0,809. Mais moi, je peux pas vous apporter une garantie en vous disant si vous rentrez dans le programme,
c'est tant de tonnes de CO2 par hectare garanti, et c'est pas le message non plus que j'ai envie de porter, quoi. Chaque changement de pratique permettra de générer une quantification. Si vous pouvez mettre un couvert, vous pouvez espérer, je disais, entre 0,5 et 0,7 tonnes de CO2 par hectare à peu près. Si vous pouvez améliorer le travail du sol, c'est à peu près la même chose sur une parcelle. Et donc après, vous jonglez avec ces améliorations-là en fonction des années, en fonction des parcelles. Et voilà où vous pouvez arriver, quoi. Ok, alors j'ai vraiment beaucoup de questions, donc ce que je vais faire, c'est que je pense qu'on va les reprendre après, on va vous faire un mail ou un récap un petit peu de tout ce qu'on a vu. Je vais en reprendre juste quelques-unes qui me paraissent importantes. Donc j'ai plusieurs questions sur qui paye et quel est l'organisme derrière. Donc on parle bien donc de Cargill, qui donc du coup c'est lui qui vient valoriser les tonnes de CO2. Alors si j'utilise le terme en interne dans ton circuit, Vincent, en gros, est-ce que c'est le bon terme ou pas? Mais en tout cas, l'interlocuteur, et là j'imagine que c'est un industriel qui paye les industriels. Enfin, je suppose que la tonne est payée et par quel organisme, etc. C'est bien Cargill qui est dans la démarche de valoriser les tonnes de CO2. Alors peut-être que vous n'étiez pas là au tout début Ouais, mais c'est bien ça. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes les acheteurs de ces tonnes de CO2. Alors, on va passer par Cereapro pour la relation contractuelle, mais c'est nous qui finançons. Et par contre, on a pour objectif de pouvoir derrière revaloriser tout ou partie de ces tonnes de CO2 auprès de nos clients aval. Mais au départ, il faut qu'on amorce la pompe, quoi. Donc, si je veux pouvoir vendre des tonnes de CO2 au Unilever, Mondelez, Pepsi et compagnie de ce monde, il faut d'abord que j'ai un stock à leur proposer. Et donc, il faut que moi, Cargill, j'amorce la pompe auprès de vous, agriculteurs, et qu'on lance d'abord la démarche. Après, voilà, ces T'es en clients-là train de dire l'achètent. Est-ce que tu es en train de dire que l'équilibre aujourd'hui entre ce que tu arrives à valoriser auprès des agriculteurs et ce que tu remets en place dans la filière est pas complètement fait? À l'échelle du territoire français, non. Après, si on le lance, c'est parce qu'on est confiant de pouvoir le faire et qu'on l'a déjà fait par contre aux États-Unis. Donc, les clients qu'on a aux États-Unis, on va retrouver les mêmes en Europe. Donc, s'ils adhèrent à la démarche aux États-Unis, on est confiant qu'ils y adhèrent en Europe aussi. Donc, l'idée, c'est de dupliquer ce schéma et que par contre, oui, il faut amorcer la pompe au démarrage et ça prend 1 ou 2 campagnes pour se faire. On a fait les 2 campagnes, on commence à avoir des quantités de CO2 qui vont être raisonnables. Et l'idée maintenant, c'est de continuer à construire là-dessus pour avoir un volume d'offres qui soit plus important et répondre à plus de clients. Ok. Combien d'agriculteurs aujourd'hui dans la démarche? Alors, je peux pas communiquer le chiffre exact, mais à la louche, on est après 2 ans aux alentours de 150 agriculteurs et plus de 15 000 hectares engagés. Ok. Alors j'ai une question. Alors j'imagine un peu la réponse. Le colza semeto peut-il être considéré comme un couvert? Sur les colzas, on a différentes pratiques qui peuvent être considérées. Donc celle qu'on va valoriser aujourd'hui, c'est du colza associé. Donc si vous mettez une légumineuse dans votre colza, ça, on va pouvoir le considérer comme un couvert. Des repousses de colza qui vont être laissées pendant une période de temps relativement longue. Donc Ouais. nous, ce qu'on considère comme le seuil qui peut être valorisé, c'est si c'est laissé pendant au moins 2 mois. Et le troisième élément, c'est tout ce qui va être les couverts permanents. Donc, si vous semez un trèfle dans votre colza et que derrière, du coup, le trèfle se développe à la récolte du colza et que vous faites un semis dans votre couvert de trèfle, ça, on va aussi essayer de le valoriser. Donc, ça va être les 3 alternatives existantes aujourd'hui pour valoriser des pratiques dans du colza. Semer un colza particulièrement tôt aujourd'hui ne va pas être considéré comme un changement de pratique ou un couvert particulier. Voilà, c'est la seule alternative au moment du semis d'un colza pour nous, c'est le colza associé qui va être le plus intéressant. Et ces couverts-là peuvent-ils être pâturés? Désolé, je rentre dans le technique, Non, j'ai mais vraiment beaucoup de Non, questions. non, mais après, enfin, c'est des questions qui reviennent souvent. Donc, soit des couverts pâturés, soit des couverts exportés aussi. Enfin, je veux dire, si c'est des couverts qui partent pour faire du fourrage, si c'est des couverts qui De la partent MIPA? pour de la bioénergie aussi, ça peut exister. Aujourd'hui, enfin,
en soi, nous, la logique, elle reste agronomique. On n'est pas là, vous faites un couvert, on paye le couvert et ça fait du CO2. La question, c'est est-ce que le couvert, il permet de stocker du carbone dans le sol? Donc, si votre couvert, il est pâturé, bah, la biomasse, elle sort de la parcelle, elle est digérée par vos animaux. Donc là, c'est plus compliqué de justifier de la séquestration du carbone. De la même manière, si c'est exporté pour faire du foin ou enfin du fourrage ou si ça part dans un méthaniseur, c'est pareil, la matière sort de la parcelle, il n'y a pas de séquestration de carbone. Donc à partir du moment où le couvert n'est pas détruit et laissé sur la parcelle, il faut considérer que le bénéfice du couvert sera minime et qu'on aura, voilà, par rapport aux chiffres que je vous évoquais tout à l'heure, quelque chose qui sera inférieur. Mais en soi, ça s'explique de manière assez rationnelle, quoi. On peut tous le comprendre. Oui, oui. Au niveau alors j'ai plusieurs questions sur toute la partie pesticides, glyphosate, etc. Est-ce qu'aujourd'hui la partie traitement, tu la prends en compte? Non, aujourd'hui, la partie traitement IFT n'est pas pris en compte du tout dans le programme. Voilà, on sait que l'agriculture régénératrice peut avoir cet entre guillemets inconvénient-là d'avoir un recours un peu plus important aux pesticides. Mais enfin, entre guillemets, on n'a pas de suivi d'indicateurs, on n'a pas d'obligation mise en place sur ce levier. Ok. Allez, je me donne encore deux questions. Je suis vraiment désolé, je vais prendre un peu au pif dans la liste parce qu'il y en a beaucoup et vraiment on va se faire une. À la limite, je vais les renvoyer à Vincent et même nous on va essayer d'y répondre histoire après de peut-être faire un mail un peu condensé avec Synthétique, l'ensemble des ouais. réponses. Ouais, un peu synthétique et surtout qu'il y en a Mm. beaucoup qui sont aussi souvent les mêmes. Donc même moi ça me fait une grande liste et l'outil est pas très très bien fait pour pouvoir les retrouver. Donc voilà. Alors attendez, bougez pas, je descends un petit peu. J'essaie de prendre au fur et à mesure. Est-ce que tu peux rajouter des surfaces au fur et à mesure de ton contrat? Tu peux, c'est tout à fait possible. Donc, admettons, vous rentrez 10 hectares cette année. Donc, ces 10 hectares, ils vont être engagés pour les récoltes 25, 26, 27. Bon, au final, vous faites la première année, vous dites, bah, c'est pas mal ce qu'ils proposent, je vais rajouter 10 hectares supplémentaires la deuxième année. Donc là, en gros, vous allez vous retrouver avec 10 hectares qui s'engagent sur les récoltes 26, 27, 28. Donc ça, c'est tout à fait possible. La seule chose qu'on rajoute cette année, c'est que pour éviter d'avoir à gérer des termes de contrat, enfin des expirations de contrat qui soient différentes, dans ce cas-là, par les 10 premiers hectares que vous avez inscrits, on va étendre leur engagement d'un an de manière à ce que tous les termes de toutes les parcelles se finissent en même temps, quoi, qu'on ait tout qui s'achève à la récolte 2028, parce que sinon on a la moitié qui s'arrête en 27, la moitié qui s'arrête en 28. C'est pas le plus simple à gérer pour tout le monde. Donc entre guillemets, vous pouvez rajouter au fur et à mesure. La seule contrainte, c'est qu'on aligne du coup les termes des contrats avec le dernier contrat signé. Est-ce que la partie paille enfouie a un impact ou pas? Est-ce que la partie paille enfouie a un impact ou pas? Alors pour nous, ce qui compte, c'est qu'elle soit restituée. Le fait qu'elle soit enfouie ou non. Ah bah, restituer euh, et enfouir, je pense pas la même chose. De toute façon, dans tous les ouais. cas, il y aura travail de sol. Alors du coup, je vais aller dans le sens. Est-ce Mm. que si la paille est exportée, ça a un impact? Si la paille est exportée, oui, ça aura un impact. Ouais. On l'a Du coup, évoqué tout à l'heure pour le cas ok. de l'éleveur qui posait la question. Mais oui, si vous exportez vos pailles, si vous faites du maïs en silage, les quantités de CO2 seront révisées à la baisse par rapport à ce qui peut sortir dans les estimations et par rapport aux chiffres que je vous ai communiqués. Ok. À la limite, je laisse juste une dernière, mais juste d'aspect assez global, parce qu'il y a beaucoup de questions sur euh, euh, en fait les ventes du carbone au travers de la filière. Enfin, là, j'ai des questions avec Total Energy dedans ou avec des industriels derrière, etc. Non, En fait, il faut bien exclure tout ça. On est bien c'est d'accord. ça. Ouais. Est-ce que tu peux juste Non, vraiment, et nous on clôture de bien recontextualiser de la tonne de CO2 un peu son circuit et se dire qu'elle ne va pas sur le marché cette tonne de CO2. Non, elle reste, voilà. On est donc sur la partie A, on est agriculteur, Céréapro, Cargill. Bon après, voilà, on travaille pas qu'avec Céréapro, mais ça restera agriculteur, collecteur, Cargill. Ça, voilà, ça c'est le schéma amont pour nous.
on récupère des tonnes de CO2. Derrière, la seule valorisation possible par Cargill de ces tonnes de CO2, c'est ce qui est notre filière, donc nos clients avalent, donc les consommateurs d'huile, les consommateurs d'amidon, les consommateurs de produits texturants. Et ça va se limiter à ça pour cette démarche particulière. Et voilà, ça sortira pas de la filière, donc on n'ira pas vendre des crédits carbone à Amazon, à Google, à Lufthansa ou que sais-je. Ça restera exclusivement sur des clients consommateurs de produits alimentaires transformés et produits par Cargill. Ok, super. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu veux apporter une dernière, je sais pas, précision, une conclusion ou quoi que ce soit? Non, enfin, je suis très content d'avoir pu avoir une audience aussi significative. Enfin, on avait plus de 100 agriculteurs à un moment donné, donc enfin, c'est bien. Ça prouve que le sujet éveille de l'intérêt. Euh, J'espère avoir pu répondre au maximum de questions et d'avoir présenté le programme de manière claire. Voilà, s'il y a besoin de faire un deuxième tour pour rentrer dans le détail avec un pool d'agriculteurs qui souhaiteraient aller plus loin, nous on est tout à fait disposés à organiser ça. Donc, je te laisserai prendre le relais, Hector, sur l'intérêt que ce webinaire a pu susciter. Mais voilà, en tout cas, nous, on est disponible pour aller plus loin dans la présentation du concept. Il y avait des questions sur la possibilité de faire des simulations. Donc à partir du 15 avril, la plateforme sera accessible. Donc vous pourrez y accéder en tant qu'agriculteur et faire les différentes étapes que je vous ai montrées et arriver à une estimation de ce que votre quantité de CO2 pourra être réalisée, pourra générer, pardon. Non, le mot de la fin pour moi, c'est, j'insiste dessus, mais on est, on souhaite faire les choses le mieux possible. Donc on n'est pas dans une démarche de chasse aux hectares absolument. On cherche vraiment à cibler donc des gens et des parcelles sur lesquelles on peut réellement mettre en place quelque chose qui n'était pas réalisé jusqu'à présent et accompagner les agriculteurs dans ce changement-là. Donc je sais que sur les 100 agriculteurs auxquels on a pu parler ce soir, sur les 100, il y en aura forcément une partie pour lesquelles le programme ne sera pas adapté. On en est désolé. On sait que le public éleveur, c'est pas forcément idéal. On sait que les gens qui sont précurseurs, il y avait un monsieur qui posait la question au départ sur l'additionnalité. On sait qu'on couvre pas ces profils-là. Ce qu'on espère pouvoir faire, c'est que tous les gens qui sont sur des situations intermédiaires ou qui se posent la question d'évoluer vers ces pratiques-là, on puisse les accompagner et leur apporter un petit coup de pouce qui sera bienvenu. Et voilà, on sait qu'on ne pourra malheureusement pas apporter une solution à tout le monde avec ce programme-là. L'idée, c'est pour ceux avec qui ça peut bien marcher, qu'on le fasse correctement et qu'on puisse travailler dans la durée de manière intéressante. En tout cas, merci beaucoup Vincent pour le temps. Il est 19h20, c'est-à-dire que ça fait 1h50 qu'on discute et que tu nous présentes la solution Regen Connect. Donc merci beaucoup. En effet, je partage le fait que on était en effet à quasiment 110 agriculteurs connectés à un pic à un moment là ce soir. Donc vraiment, en effet, on se rend compte qu'il y a de l'intérêt pour ce sujet-là. On l'avait compris avec le Colza GES, avec les différentes solutions qui sont présentées. Et notamment avec nos réunions hivernales cet hiver, on avait senti un petit peu ce flou qu'il y avait et donc on trouvait que vraiment cette alternative était intéressante. C'est la raison pour laquelle on voulait vous la présenter ce soir. La suite, elle est relativement simple. On va vous envoyer un mail pour ceux qui sont intéressés par la démarche. Donc voilà, histoire d'avoir un retour de votre part. Et ensuite, c'est directement les équipes de Cargill qui vont prendre le relais et qui vont vous contacter. Comme on l'a dit, Serapro est un négociant agricole. Le marché du carbone n'est pas notre métier de base. Donc évidemment que
tout le monde en parle et qu'il y a une filière qui est en train de se mettre en place. Donc, on ne doit pas non plus ne pas la considérer. Donc, évidemment qu'on doit vous la présenter, mais je préfère vous présenter aujourd'hui les acteurs avec qui on travaille et qui semblent prendre le sujet à bras le corps et de façon qualitative afin de vous présenter les meilleures solutions. C'était notre objectif ce soir. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci en tout cas pour toutes les questions. Et on va les reprendre. On va les reprendre pour vous faire quelque chose d'un peu synthétique. Et merci pour vos retours. On a fait un petit point en début aussi pour la partie un peu marché des céréales et actu sur la partie appro avec le groupement de solutions azotées qui est en cours. Donc voilà. Sur ce, on va vous laisser. Encore merci pour ce webinaire. Pour être franc, la dernière fois, au dernier webinaire, on était moins nombreux. On était un peu frustrés avec Hector. Là, ça nous a redonné un petit peu goût. On va peut-être en refaire un prochainement parce que c'est vrai que du coup, ça nous permet bah, parfois, c'est dur de réunir beaucoup de monde au même moment et parfois, logistiquement, c'est dur. Alors évidemment, on préfère, bah là, à 19h20, prendre l'apéro avec vous et être réellement en salle de réunion ou dehors ou n'importe où et que derrière, ça poursuit avec un petit cocktail. Mais bon, du coup, l'écran fait que, bah, on vous souhaite quand même un bon apéro ou une bonne soirée. Et puis à très bientôt pour tout le monde. Au revoir et à bientôt et merci encore Vincent. Et juste Hector, est-ce que du coup les questions, moi je peux continuer à y accéder après une fois Non. que le webinaire est terminé, non? Vincent, c'est Pierre-Antoine là qui parle depuis tout à l'heure, mais c'est Ouais. pas grave. Ouais. Oui, pardon, excuse-moi, oui, non, Non, excuse-moi, écoute, désolé. il n'y a pas de problème, mais en effet, c'est parce qu'on a utilisé son profil. Oui, toutes les questions, je te les renvoie et comme ça, on les traite et comme ça me permet, Ok. de faire quelque chose de synthétique. Ouais, parce que je vois qu'il y en a des intéressantes sur Ouais, comment la fissuration est considérée. Enfin, il y a vraiment des points techniques et enfin, ouais, si on va essayer de pas les laisser sans réponse. Donc, ouais, si tu peux me lister exactement. tout ça, on va regarder. Ouais. Ok. Ok, et on a des retours du coup, c'est parce qu'il pleut qu'on est dispo et je pense que c'est malheureusement, j'espère que cette vague de pluie là qu'on va traverser pendant une semaine va après vite nous laisser tranquille pour finir nos travaux de printemps. Mais en tout cas, bon courage à tout le monde pour ces 15 prochains jours ou prochainement, en espérant que les cultures passent le cap et que les derniers semis de printemps vont pouvoir se faire dans des conditions acceptable si on s'arrête là, mais voilà. Donc en tout cas, évidemment, on croise les doigts avec vous et voilà, on espère que cette période un peu délicate va être derrière nous prochainement. En tout cas, bonne soirée à tout le monde. Merci encore, à bientôt et merci encore Vincent pour le temps passé. Merci à vous tous. Bonne soirée et puis à bientôt, j'espère.